Bienvenue sur Performers Podcast. Le podcast pour les fascinés du vivant, les obsédés de la performance et les amoureux du renforcement physique et mental. Présenté par Charlie Macken, Et Fabien Houdin. futur entrepreneur du soin et de la performance, formé au centre de l'Ormez. Âgés de 22 ans et 20 ans, nous sommes passionnés par le développement du corps et de l'esprit que nous explorons à travers l'entraînement physique, la philosophie, la nutrition, l'exposition au froid, les arts martiaux, la respiration ou encore la physiologie. Chaque jour, en quête d'une santé toujours plus optimale pour devenir de véritables performeurs de la vie. Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers auditeurs de Performers Podcast. Bienvenue dans notre épisode numéro 6, le second volet de l'entraînement au poids du corps. Le second volet, puisque dans le premier, nous avons parlé déjà de l'entraînement au poids du corps, de son intérêt et en quoi c'est un outil pour devenir résilient, pour construire une véritable armure mentale et physique, développer sa résilience et tout ce qui s'ensuit. On avait décidé de le faire en 2 étapes, avec Charlie parce que on pourrait le faire en même plus que 2 étapes, parce qu'il y a beaucoup à traiter. Dans le simple entraînement au poids du corps, l'entraînement physique est un vaste milieu qu'on pratique depuis, chacun, plus de 5 ou 6 ans, qui nous passionne, qui est à la fois très simple, mais qui peut être rendu très complexe, qui est simple, mais qui n'est pas facile parce que ses principes se comptent sur les doigts d'une main, mais parce que sa mise en œuvre et le maintien de sa mise en œuvre font appel à des choses comme la discipline, l'abnégation, la compréhension, une forme de courage, une forme de simplicité. On l'a dit dans notre épisode précédent, et pour ça, on vous renvoie évidemment à l'écoute de notre épisode précédent pour comprendre ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Mais tous ces volets, tous ces piliers de l'entraînement physique au poids du corps font qu'il est simple, mais pas forcément facile à mettre en pratique, à mettre en œuvre. Et aujourd'hui, on a voulu s'attaquer avec Charlie à une problématique que je pense qu'on a eu cette idée en commun parce que c'est une problématique qu'on a eue. Tout simplement, comment ne pas stagner, comment ne pas régresser, comment ne pas subir les plateaux de performance, d'évolution dans l'entraînement au poids de corps. C'est vraiment le sujet de notre podcast aujourd'hui, comment ne pas stagner dans l'entraînement au poids du corps, pour évidemment toujours aller plus loin dans cette quête de résilience, dans cette quête de développement de son corps, de développement de ses capacités physiques, mais aussi, quand on parle de résilience, de ses capacités mentales. Et ça a été tout le sujet de notre premier épisode sur le poids du corps, donc je ne vais pas forcément y revenir, mais on avait déjà un petit peu évoqué le fait qu'on peut toujours progresser, qu'on peut toujours s'améliorer, que c'est praticable partout, que c'est très simple, euh, mais que ça demande une certaine abnégation parce que on ne fréquente pas les salles de sport, du moins on n'en a pas besoin. On se suffit de notre propre corps pour mettre un gradient d'intensité très élevé. Euh, et on revient à la base des exercices, on revient au plus efficace, et ce qui est parfois le plus intense, et peut-être le plus difficile. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer au plus dur, comment ne pas stagner, comment toujours évoluer. Le L'entraînement au poids de corps, il nous donne tout un panel d'exercices vraiment large, vraiment infini, et je pense qu'avec Charlie aujourd'hui, on va pas faire l'erreur d'en aborder 50 000. On va rester sur les fondamentaux. Moi, je vais te lancer directement sur le premier jalon. On va avoir 3 grands jalons aujourd'hui, de l'ordre de fixer ses objectifs, de trouver son pourquoi, qui se décline en tellement plus de choses que ça. Savoir pourquoi on s'entraîne, c'est ce qui va nous aider à toujours finalement trouver des solutions, toujours nous améliorer. On va vous fournir, nous, de par nos erreurs, de par nos parcours, et cette question que s'est vraiment posée pour toi, Charlie, pour moi aussi, de pas stagner, de pas régresser. Moi, j'ai même connu ça, de régresser, et bien chercher des alternatives qu'on va vous proposer pour aller plus loin, des alternatives jusqu'on sort de notre expérience personnelle. Et puis on finira par partager des erreurs un peu qu'on a fait et comment pallier ces erreurs-là,
comment les contourner, comment les éviter. Et finalement, quand on comprend les principes que l'on va vous fournir dès le début, on se rendra compte que on contourne naturellement ces erreurs-là. Alors après cette longue introduction, moi je pense que on en a pour une bonne heure et demie de podcast. Charlie, je vais te lancer directement sur le premier grand jalon, euh, fixer ses objectifs. Comme on dit en anglais, comme disent les Américains, find your why, trouver son pourquoi. Je pense que c'est le premier pilier. Moi, c'est celui qui m'a donné le plus de réponses, mais moi, je vais te lancer là-dessus. Comment tu as trouvé ton pourquoi? Est-ce que tu l'as complètement trouvé? Et est-ce que c'est l'une des raisons les plus fortes qui t'a permis de pas stagner, de constamment progresser, soit de construire plus de muscles, de devenir plus endurant, plus résilient? Et ça peut être intéressant que tu finisses par nous dire quel est ton pourquoi, tout simplement. Pourquoi tu t'entraînes? Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu as mis en place tout ton programme? Et pour démontrer à nos auditeurs que chacun a cheminé vers son pourquoi, a trouvé son pourquoi. Et une fois qu'on a ça, on peut plus nous la faire à l'envers, on est indestructible et on finira par trouver seulement des solutions à toute contrainte et à toute éventuelle stagnation. Donc je te laisse là-dessus et, euh, et voilà. Bien vaste question, à laquelle je vais pouvoir donner mille et une réponses. Avant tout, je voulais juste, peut-être commencer par une petite anecdote par rapport à cette histoire de progression et cette quête de progression. Comment on fait pour ne pas stagner? Comment on fait pour ne pas atteindre un plafond? C'est quelque chose qui m'a beaucoup questionné et assez récemment, en fait, parce que tu as dit: «On y a été confronté». La vérité, c'est que cette recherche de ne pas stagner, c'est quelque chose auquel on est confronté presque quotidiennement, au final. C'est une problématique de chaque instant qui se pose à nous, et moi, elle s'est révélée particulièrement présente lors d'un moment, durant lequel on s'est côtoyés, toi et moi, physiquement, pour la seule fois, lorsqu'on a fait un entraînement avec le centre de l'Hormèse lors d'un week-end qui était prévu, organisé par le directeur du centre, Pierre Dufraisse. Et il avait donc prévu un week-end avec à la fois des conférences et à la fois un entraînement physique à Paris, dans le jardin des Tuileries, pour ceux qui connaissent. Et durant cet entraînement, qui était composé juste de mouvements très simples, comme on l'a bien rappelé dans l'épisode précédent, à quel point les mouvements basiques peuvent être aussi ceux qui procurent le plus de sensations et ceux qui nous mettent le plus dans la difficulté, bah, c'était des mouvements très simples, fente, pompe, sur un sol qui était un sol un peu gravier, quoi. Donc, une séance a priori très basique qui personnellement m'a fait beaucoup me remettre en question parce que je me suis rendu compte à quel point j'avais régressé effectivement depuis pas mal de temps. J'avais régressé depuis pas mal de temps et j'avais, je pense, perdu en capacité à dépasser les limites de mon mental, parce que cette capacité-là, elle s'entraîne et si on ne l'utilise plus, elle finit par disparaître, par s'atténuer. Et c'est justement cet entraînement-là où j'ai vu mon camarade, mon compère Fabien, lui, aller bien au-delà et repousser les limites, que je me suis mangé un mur, une vraie claque où je me suis dit: «Attends mec, là, tu es en train de». Puis j'ai aussi cet esprit compétiteur, donc je me suis dit: «Attends, là, tu es en train de craquer et tu arrives plus à te dépasser». Ça veut dire que tu es arrivé à un point où tu as perdu en quelque chose, où tu es plus faible qu'avant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va inverser la tendance et on va, voilà, relancer la machine. C'est ce à quoi je me suis attelé, du coup, durant ces 4 derniers mois, ces 4 premiers mois de l'année 2026, où j'ai complètement bouleversé ma structure d'entraînement et où aussi j'ai un petit peu investigué justement cette notion du pourquoi que tu as soulevé, que l'on avait déjà évoqué lors du dernier épisode. Mais le pourquoi, c'est, sans doute la chose la plus importante à avoir en tête lorsqu'on s'entraîne. Je m'explique. C'est déjà avant d'expliquer comment on fixe le pourquoi, peut-être expliquer pourquoi on fixe le pourquoi. Et le pourquoi, en fait, c'est tout simplement ce qui va nous permettre de rester. C'est-à-dire qu'on vient dans une pratique avec une raison
initial, admettons, je commence à m'entraîner au poids de corps parce que j'ai envie d'avoir un physique plus esthétique ou parce que j'ai envie de séduire une fille. C'est des raisons, très communes, très banales au final, auxquelles, tout, jeune homme de 18-19, 20 ans va être confronté, potentiellement. Ça, c'est la porte d'entrée qui m'amène jusqu'à la pratique, c'est ce qui va m'attirer, c'est ce qui va faire que ça va, comme disent les Anglais, catch my attention. Donc ça va prendre mon attention. Mais c'est bien, ça me fait entrer dans la pièce. Maintenant, il faut que j'explore la pièce en tant que telle et ce volume et cette, superficie qui s'offre à moi. Et pour explorer cette superficie, pour pouvoir y rester et ne pas me contenter d'être sur le palier, il faut que j'ai un pourquoi. Parce que le pourquoi, c'est le moteur, c'est ce qui nous donne le carburant. Et donc ça va bien au-delà de la première raison, de la raison qui est plus superficielle, mais qui est comme ça, c'est en fait, on va creuser cette raison initiale et on va toujours essayer de plus décortiquer pour comprendre ce qui se cache derrière. Donc qu'est-ce qui se cache derrière cette volonté d'avoir un physi d'avoir un physique plus esthétique, pardon? Est-ce que c'est gagner en confiance en moi? Est-ce que c'est justement gagner en confiance en moi pour attirer une partenaire? Et donc, pour ne pas finir ma vie seul, on se rend compte que quand on creuse, quand on se pose les bonnes questions, on va rapidement, ou plus ou moins rapidement, mais c'est pas un processus, qui est censé aller vite, c'est quelque chose qui prend du temps, mais on va de plus en plus tomber sur quelque chose qui est plus profond, un carburant qui va être encore plus puissant que simplement: «Je veux avoir des abdos». Tu vois, quand tu as pas envie de t'entraîner et que ton seul motif c'est: «Bah, je veux avoir mon six pack», que ça c'est ton objectif ultime, le jour où tu as pas envie de t'entraîner, tu vas pas aller t'entraîner. Parce que le carburant et la raison derrière ne sera pas suffisante. Par contre, si tu creuses, tu as fait ce travail-là d'aller chercher au fond des choses et d'essayer d'observer ce qu'il y a en toi pour voir sans jugement la raison, la vraie, et que cette raison, il s'avère que c'est: «Bah, j'ai pas envie de finir ma vie seul et donc pour ne pas finir ma vie seul, je dois avoir une partenaire, des enfants, mais pour ça, il faut que j'ai un physique solide. Pour que j'ai un physique solide, il faut que je m'entraîne». Bah, là, on tient tout de suite quelque chose de beaucoup plus solide qui ne va pas, s'effriter, qui ne va pas s'effondrer au moindre coup de vent et au moindre remous. Parce qu'au final, la vie, ce n'est que des remous. Donc ça, c'est la raison du pourquoi. Le pourquoi, c'est ce qui permet de maintenir la discipline. Discipline qu'on a souvent tendance à opposer à la motivation. En fait, la motivation, c'est, heu, ce qui va faire émerger la discipline. C'est-à-dire que dans le monde du développement personnel, on décrit la motivation comme si c'était presque quelque chose d'inutile et que seule la discipline comptait. Non, la motivation, elle est absolument fondamentale et la motivation découle de ce pourquoi. Si j'ai en tête la personne que je veux devenir et ce que je veux créer, comment je veux contribuer au monde, comment je veux être un meilleur enfant, comment je veux être un meilleur parent, si ça, je l'ai en tête, ça va me donner une motivation absolument extraordinaire. Et si j'ai cette motivation extraordinaire, ça va ne faire qu'alimenter la discipline, de sorte à ce qu'à chaque moment qu'il y ait la possibilité de fuir, de retourner dans ma zone de confort, de ne pas me confronter à l'exercice, à la dureté, et cetera, il y ait toujours cette raison profonde, ce motif intérieur et propre à chacun qui me rattrape, quelque sorte, qui me ramène sur la direction. D'ailleurs, je suis en train de lire Marc Aurèle en ce moment, Penser pour moi-même, qui est un superbe ouvrage et il évoque une notion qui en fait est celle très connexe avec le pourquoi, c'est celle du principe directeur, c'est-à-dire ne rien laisser au hasard et toujours mettre une intention et savoir pourquoi on fait les choses. Au final, on voit de suite que c'est connecté. Ce principe directeur, c'est littéralement la direction que l'on va mettre derrière chaque action. Et cette direction-là, elle découle du pourquoi. Donc le pourquoi, il sert à ça. Maintenant, comment, moi personnellement je l'ai trouvé? C'est à force d'introspection et ça je pense qu'il y a il y a pas 1000 et une manières, c'est qu'au bout d'un moment il faut se rencontrer soi,
s'accorder des moments de silence, des moments de presque de vide, où on va explorer les tréfonds de soi, de sa conscience, de son intérieur. On va se poser les bonnes questions et ça, c'est vraiment important. Les questions, que l'on se pose va déterminer la qualité des réponses que l'on va obtenir, donc se poser les bonnes questions et prendre le temps d'y répondre et de repasser dessus sans cesse, sans cesse, sans cesse et donc d'un côté pratico-pratique pour donner vraiment l'outil, moi, qui m'a permis de déterminer mon pourquoi, qui, est à la base des objectifs, le pourquoi. Eh bien, personnellement, ça a été l'écriture. Voilà, tu te poses devant une feuille, tu notes la question qui va te permettre d'avoir des réponses, une question qui est précise, une question qui te pousse à dire la vérité et donc tu es toi avec ta feuille, c'est toi et ta feuille et tu te dois d'être 100 honnête dans ce moment-là pour dire: «OK, c'est ce que je veux faire de ma vie. C'est ce que je veux faire de mon corps. Je veux voir mon corps être comme ça» et donc naturellement, une fois que tu as déterminé le panorama de ce que tu voulais être, de ce que tu voulais incarner par l'écriture justement, ou ça peut être autre chose aussi, mais en tout cas en se posant les bonnes questions, en allant creuser, naturellement les actions vont découler. C'est-à-dire que presque tu as tout le côté logistique, le comment, il va être secondaire si en tes mains, tu détiens le pourquoi. Donc le pourquoi, il ne passe que par l'introspection. Je pense que toi comme moi aussi, on a beaucoup été aidés par le fait de passer du temps seul, parce qu'inévitablement ça nous a amenés à dialoguer avec les différentes facettes de nous-mêmes. Donc c'est pas forcément nécessaire d'être seul, hein, mais en tout cas, s'accorder du temps où on peut se poser les bonnes questions et aussi, comment trouver le pourquoi? Je pense c'est en décloisonnant. C'est-à-dire, ne pas ériger des murs entre les différentes parties de notre vie. C'est pas il y a le travail, il y a, le parent que je suis ou l'enfant que je suis, il y a ma pratique physique, il y a peut-être ma pratique d'un instrument et il y a mes amis. Faut péter tous ces murs-là et comprendre que tout interagit tout le temps entre et donc, par exemple, moi, mon pourquoi, très concret, c'est celui d'être excellent, c'est cette recherche d'excellence, à la fois, excellence de l'âme, excellence du corps. Il y a un mot grec qui décrit et dépeint parfaitement cet état, c'est celui d'arrêter. Arrêter donc pour l'excellence à la fois du corps et de l'âme. Moi, c'est cette recherche, c'est ce principe directeur, comme dirait Marc Aurèle, qui guide chacune de mes actions et plus concrètement, après, je vais avoir des objectifs, que ce soit des objectifs au niveau sportif, mais aussi au niveau business et surtout ça, en ce moment, qui occupe ma vie, moi, c'est devenir, développer mon expertise pour pouvoir proposer des stages, des retraites dans la santé et aider un maximum de personnes. Mais pour développer mon expertise, il faut justement que je passe par le terrain. Le terrain, donc la pratique et la pratique, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les routines que je peux avoir, dont ces entraînements physiques. Donc dans mon pourquoi qui est atteindre l'excellence, il y a cet objectif de créer mon propre écosystème, de proposer mes propres retraites et cetera, d'accompagner des gens dans la santé et pour répondre à cet objectif, il y a bien entendu tout le travail intellectuel que je vais faire, toutes les vidéos que je peux créer, mais il y a aussi la vraie confrontation à la pratique. Et en ce sens, ma pratique physique, au-delà de simplement nourrir une quête d'avoir plus d'abdos, d'avoir un physique plus esthétique, ce qui est respectable aussi, mais ça va bien au-delà, c'est que ça vient se joindre à un projet, j'allais dire professionnel, mais à un projet de vie en fait. Donc c'est pour ça, péter tous les murs, voir le panorama dans son ensemble, avoir la perspective complète, vraiment prendre un maximum de hauteur et c'est pour ça que ça nécessite de passer, de repasser sur les questions, de changer la formulation des questions et de régulièrement prendre ces temps. Mais comme ça, en fait, tu crées des liens entre les différents pans de ta vie, ce qui fait que ton pourquoi tu t'entraînes, il va non plus seulement être lié à un objectif physique en tant que tel, mais il va être connecté à tous les aspects de ta vie. Et donc tu comprends qu'en fait, bah, fondamentalement, en bout de course, chacun va un petit peu s'entraîner pour être meilleur
dans une certaine partie de sa vie, pour être plus séduisant, pour être un meilleur parent, pour être plus inspirant et cetera. Mais donc, c'est toujours, décloisonner, faire les liens entre les choses en se posant les bonnes questions. Je sais pas si j'ai totalement répondu à ta question, mais du coup, je suis très curieux d'avoir toi ton avis sur ces questions-là et peut-être pour avoir du concret parce que j'ai pas mis les mots dessus, en tout cas, je l'ai pas exprimé concrètement. Est-ce que toi, tu aurais des idées de questions que l'on peut se poser très concrètes, pratico-pratiques, que les gens peuvent marquer sur leur feuille pour qu'ils puissent y répondre et y voir plus clair? Sans dire que ça va être les questions qui vont tout éclairer, mais peut-être juste des grandes questions, des grands axes d'interrogation comme ça qui vont venir éclairer le pourquoi. Donc voilà, plusieurs questions en une, mais d'abord, toi aussi me donner ton retour sur tout ça, sur ton pourquoi, sur comment tu l'as trouvé et ensuite peut-être nous parler des questions concrètes que tu as pu te poser, toi. Ouais, le socle de base est l'introspection, je pense, sincèrement. Le socle fondamental est alors le temps passé avec soi-même, mais je crois on insiste beaucoup, mais peut-être jamais assez dessus parce que c'est un luxe aujourd'hui. Comme déjà Sénèque le disait dans ses écrits euh, sur le stoïcisme, les temps passés avec soi sont rares, les temps passés avec soi sont précieux et témoignent d'une forme de paix de l'esprit. Et quoi qu'il en soit, peu importe de ce qu'ils témoignent, ils sont aussi un moyen et vraiment un vecteur pour trouver des réponses en soi. Alors, moi, ce sera des questions parmi d'autres. Je pense que la manière dont j'ai trouvé mon pourquoi, elle est venue du fait qu'à un moment, je savais plus pourquoi je m'entraînais. Et donc, concrètement, je me voyais régresser, stagner, des fois régresser sur des entraînements, au poids du corps, mais aussi j'inclus là-dedans la course à pied, et cetera. Puis j'ai vraiment le plaisir, la passion de courir tous les jours, parce que ça apporte, voilà, une forme de méditation, de liberté, de connexion à son corps. Et puis en plus, vraiment, quand tu es dans l'effort, tu ressors avec un vrai rush de dopamine, tu te sens bien et tout, donc prêt à attaquer la journée, ou alors tu vides l'esprit la fin de la journée. Que des effets positifs. Mais finalement, tu pratiques pour pratiquer et tu cherches aucune évolution. Et idem dans l'entraînement physique, aux anneaux, ou avec des charges, ou alors en étant lesté, ou quoi que ce soit, dans les tractions, dans les pompes, dans tout ça. Et puis, à un moment, quand tu sais pas pourquoi, eh bien, tu finis par faire les choses comme ça, à la sensation, à les répéter, à dire: «Ah bah non, ça en fait, je peux le faire demain. Ouais, non, là, j'en ai déjà fait pas mal dans ma vie, les pompes, ouais, je peux m'en mettre que 150 aujourd'hui», puis voilà. Puis en fait, quand tu ne sais pas pourquoi, tu vas finir par te perdre, et en finissant par te perdre, tu auras donc aucun cadre à tes entraînements. Moi, je l'ai eu, hein, puis toi aussi. Tu n'auras aucun cadre à tes entraînements, et l'absence de structure va faire que tu ne pourras jamais mesurer, en fait, ce que tu fais, tes capacités. Mais ce qui importe, c'est pas ta capacité à un instant T, c'est de mesurer ta capacité à faire un exercice, une performance physique la semaine dernière, et à la répéter cette semaine. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est euh, d'avoir la métrique de la semaine dernière, de cette semaine, et de savoir ce que tu devrais pouvoir faire la semaine prochaine pour avoir progressé, t'être senti progresser. Et moi, j'avais plus tout ça, j'avais pas tout ça, et je m'en suis aussi rendu compte quand finalement, ayant été en voyage en Irlande, j'avais plus forcément de cadre de club de Muay Thai, etc. Donc c'était tout avec moi-même en full autonomie. Et donc, tu te mets vraiment à stagner parce que tu ne notes pas tes performances, tu cherches pas à faire mieux, tu pas de structure. Et c'est aussi, par contre, là, qui est aussi venu pour mon histoire personnelle, l'introspection, et vraiment de me dire: «Ah tiens, pourquoi je m'entraîne?» Et cette question venait parce que je me rendais compte que je c'est pas que j'en avais marre, mais j'avais pas de sens. Et quand on n'a pas de sens dans quelque chose, dans une activité, dans une interaction avec quelqu'un, dans un sport,
et ben, l'envie ou la discipline de maintenir l'envie ne vient plus. Et ça, je pense que chaque auditeur, chacun pourra trouver quelque chose là-dedans, une expérience personnelle qui lui parlera. Quand on te dit, «Il faut que tu ailles courir», ouais, mais tu en auras envie un temps, mais en fait, si tu pas une vraie envie qui vient de toi, qui émane de ton fort intérieur, de tes convictions, de pourquoi je vais courir, heu, ça durera 2 semaines, un mois, si ce n'est pour les plus résilients. Mais quand tu auras pas un vrai sens, une vraie volonté, ça ne durera pas plus que ça. Et donc moi, le temps seul, l'introspection, m'a permis de me rendre compte, putain, je sais plus pourquoi je fais ça. J'aime bien, mais parce que j'ai lu des livres, que ça m'a convaincu et tout, mais j'avance plus, quoi. Et le problème quand on n'avance plus aussi, c'est que ça fait perdre la confiance qu'on a dans nos capacités et perdre peut-être l'intérêt qu'on a à se dire, enfin, c'est un cercle vicieux, un serpent qui se mord la queue à un certain moment. Et l'introspection, moi, elle m'a un peu sauvé. Donc, pas comme toi, je me suis dit, et comme je pense beaucoup d'auditeurs, je me suis dit, mais pourquoi j'aime ça? Pourquoi je fais ça? J'aime plus trop, j'aime plus le goût de l'effort. Et il m'a fallu finalement faire table rase et repartir sur des vraies motivations, des vrais intérêts. Dire, mais, et ma réflexion, je crois peut-être que je peux donner aux auditeurs, je crois, si j'y réfléchis vraiment, c'est, mais si tu arrêtes tout ça, de t'entraîner au quotidien, comment tu vas te sentir? Ah, moi, ma réponse qui me venait, c'était je vais me sentir mal. Aucune fierté de moi, une sorte d'auto-humiliation. J'aurais plus aucun cadre, parce que sans le sport, t'as plus de cadre, de discipline, de choses qui structurent ta journée. Moi, je commence ma journée par ça. Si j'ai pas fait de sport, pour moi, ou alors prendre soin de soi, il y a un truc qui me manque dans ma journée, parce que c'est là depuis des années, c'est ancré depuis des années et des années. Donc s'il y a plus ça, il y aura un vide. Il faut le combler. Et moi, honnêtement, ce que le sport m'apporte, rien d'autre ne me l'apporte. Cette satisfaction, ce sens du dépassement, ce goût de l'effort, puis ce bien-être qu'on trouve à la fin, cette gestion des émotions, rien d'autre m'apporte ça aussi puissamment. Cette capacité à se dépasser, à améliorer ses performances, donc à se sentir bien ou alors à être frustré, toutes ces sensations-là, elles ne peuvent pas être apportées pour moi par autre chose, pour mon cas personnel. Donc je me suis dit, si je l'arrête complètement, ça a été ça ma réflexion. Si je mets ce vide-là, il reste quoi? Bah, rien. Donc ce qui m'a je me suis dit, c'est que c'est pas compliqué, tu peux pas l'enlever. Donc je me suis dit: «OK, on ne peut pas l'enlever, mais il va falloir se trouver des véritables motivations, des véritables raisons, mais qui viennent du cœur, qui viennent de toi». Pour ça, je vais être honnête, je vais pas mentir, j'ai eu besoin de m'inspirer aussi d'autres personnes et me dire: «Eux, pourquoi ils font ça? C'est quoi leur credo? C'est quoi leur, comme on dit, leur cheval de bataille? C'est quoi leur raison?» Et là, tu te tournes vers certains de nos professeurs, vers oui, un mentor qu'on connaît, Pierre Dufraisse, mais moi vers d'autres gens. Je me suis, tourné vers des auteurs, des créateurs de podcasts, des gens que j'ai fréquentés, tu vois? J'ai déjà eu des longues discussions avec, mon entraîneur de Muay Thai là-dessus, avec d'autres gens avec qui je me suis entraîné en Muay Thai, avec d'autres sportifs que j'ai rencontrés en France, au Canada, en Irlande pendant mes séjours. En Irlande, il n'y avait pas beaucoup de sportifs, mais au Canada, j'en ai rencontré pas mal. Pourquoi chacun s'entraîne? Puis, c'est un peu ça que j'ai eu comme réaction quand tu es démuni avec toi-même aussi. L'introspection est un pilier, pardon, un axe. Par contre, des fois, quand on est démuni avec soi-même, on le sait, eh ben, il faut se tourner vers les autres. Et quel que soit le sujet, faut pas avoir peur d'aller voir qu'est-ce qui fait tourner l'autre, qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui l'inspire, parce que lui, ce qui l'inspire, peut-être que moi, ça peut m'inspirer aussi. Seulement, c'est pas que ça doit venir seulement de moi, mais c'est peut-être juste un axe que je connaissais pas, une route inexplorée. Et moi, ça a été le cas. C'est comme ça que je suis tombé sur beaucoup, beaucoup de raisons. Et il y en a dont j'ai pas fait mienne, mais il y en a que que je me suis vraiment approprié. Et en m'inspirant de plusieurs personnes, mais je veux dire, toi, t'en fais partie, d'autres amis que j'ai, des gens de l'école qu'on fréquente, le centre de l'Hormèse, et ben, tout le monde ne s'entraîne pas pour la même raison. Et il y en a, c'est à 200 pour gérer leurs émotions. Sauf que ça a tellement été un fardeau dans leur vie, la gestion des émotions, qu'ils y mettent cœurs et âme pour faire du sport tous les jours. Et ben, c'est très bien. T'en as d'autres, ça a été pour gérer leur poids, gérer leur santé, hem,
purement vraiment contrôler les pics, les chutes d'insuline, comment on appelle ça, leur taux de glycémie. Eh bien, soit. Et parce que ces personnes-là, elles sont peut-être passées par du surpoids, par du diabète, par des vraies maladies, elles sont peut-être passées sur un lit d'hôpital pour ces raisons-là. Et bah ok, elles se sont fait leur credo et ça a été leur cheval de bataille. Soit. Et t'en as d'autres qu'on connaît, Pierre Dufraisse, c'est le cas. J'ai écouté un podcast de lui avec un entraîneur de CrossFit, quelqu'un qui est intervenu dans notre école, euh, Jack Van Bergen, c'est un Belge, entraîneur de CrossFit, auteur d'un podcast, d'une chaîne YouTube vraiment enrichissante, Jack Steam et Jack Steam CrossFit. Et avec ces gens-là, ils ont parlé dans leur podcast de leur raison, pourquoi on s'entraîne. Il y a la confiance en soi aussi, ça tout le monde l'a. Mais les rushs de dopamine, les sensations de bien-être que ça te donne d'avoir fait du sport, bah, tu peux pas le lâcher. Quand tu es accro à ça, tu peux pas le lâcher. Mais il y a aussi d'autres raisons purement physiologiques, ce que ça apporte sur la longévité, sur la densité osseuse, sur le rôle de la masse musculaire, par exemple dans la gestion de sa glycémie, de son insuline, dans la gestion et le renforcement de nos os, et ce qui est le premier précurseur, le premier prédicteur, on va dire, de la longévité, de comment vieillir en bonne santé versus comment vieillir malheureusement en mauvaise santé, en étant soit en pleine forme, soit complètement infirme. Et bah, j'en oublie encore, mais j'ai tiré par-ci, par-là, je me suis inspiré de plein de choses. Et puis comme tu as dit, à la fin, j'ai fini par écrire. J'ai fini par m'introspecter et me dire, OK, j'ai envie de changer des choses, j'ai envie que ça fasse plus de sens pour moi. Et j'ai mis sur papier toutes les raisons que j'ai entendues, toutes celles qui étaient déjà un petit peu les miennes, mais que j'arrivais pas à creuser plus. Et je me suis dit, qu'est-ce qui dans tout ça fait sens pour toi? Et là, c'est personne d'autre, il y a personne qui t'influence. J'ai écrit ça, je me rappelle, j'étais en Irlande, j'étais solo, mais comme pas possible. C'est toi avec toi-même, c'est la richesse que ça te donne. Et j'en ai trouvé mes réponses. Et il y en a beaucoup. Honnêtement, je peux en partager vite fait quelques-unes, mais il y a d'abord le bien-être que ça a à court terme. Et ça, chaque auditeur, je pense, le retrouvera. Que tu fasses des pompes, que tu ailles courir, que tu fasses du crossfit, que tu fasses aujourd'hui de l'aerox, c'est connu, que tu fasses du trail, que tu fasses du vélo, du VTT, du cyclisme sur route, de l'escalade. Qu'est-ce que ça t'apporte? Tu vois? Le cyclisme sur route, tu vois, c'est 3 heures, qu'est-ce que ça t'apporte? Bah, peut-être de faire le vide, tu reviens, t'es vidé, t'es rincé, mais t'es bon, quoi. L'escalade, pour certains, ils vont sentir vraiment l'usage de leurs muscles, de leur équilibre. T'es à fond dans le truc, t'es skin in the game, tu vois, si t'es pas concentré, tu tombes, tu vois. Euh, L'entraînement aux anneaux, le partage en commun, moi j'aime énormément ça, parce que tu sens vraiment ta stabilité, tes muscles travailler, tu te renforces, puis tu sens une vraie force. C'est pour ça qu'après, dans notre entraînement qu'on a fait au centre de l'Ormez, j'étais capable d'enchaîner des pompes, mais presque à l'infini, bah, parce que tu t'es entraîné aux anneaux, tu t'es entraîné un peu dans le dur. C'est vraiment puissant, c'est vraiment efficace, c'est vraiment efficient même. Et bah, tout ça, ce bien-être, ça te procure, et bah, on n'est pas fou, toi et moi, du bien-être pour le bien-être, mais je veux dire, cette sensation que ça te procure, l'énergie que ça te donne pour la journée, c'est irremplaçable. Donc moi, je me suis dit, je veux le garder. Et pour le garder, il va falloir que je m'entraîne avec plus de structure. Mais tu as aussi le long terme. Tu te dis, moi, j'ai envie de vivre longtemps, en bonne santé, en pleine forme. Parce que j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées de vie, j'ai plein d'envie de voyage, j'ai plein de choses que je veux créer. J'ai des proches avec qui je veux passer du bon temps, avec qui je veux être heureux. Et ben pour ça, j'ai besoin d'être en bonne santé. La bonne santé, c'est la bonne forme, c'est ce qui te permettra de tout faire. À l'inverse, la mauvaise santé, souvent caractérisée par des maladies, c'est ce qui t'empêchera de faire les choses. Ce qui t'empêchera d'être en forme, d'être valide, d'être heureux et de partager avec les proches. Moi, je me suis dit, ça, c'est non négligeable. Ça, c'est un must. Donc, c'est pareil, on va s'entraîner aussi dans cette perspective-là. Donc, on va s'intéresser à ce que ça fait. Tu soulèves des charges, tu mets des contraintes tous les jours sur tes muscles pour renforcer ta densité osseuse, pour la développer, pour renforcer ta santé cardiovasculaire, tu vois, pour renforcer ton retour veineux, la flexibilité de tes veines, de tes artères, leur capacité à pomper du sang, à faire passer du sang, euh, à réduire au maximum le stockage des plaques de graisse, des plaques d'athérome qui se passent chez les gens qui sont sédentaires, qui mangent beaucoup de graisse, de produits transformés, mais en plus qui sont sédentaires
Et donc, il se retrouve avec des veines, des artères, des vaisseaux sanguins qui sont rigides. Et c'est comme ça que malheureusement, des fois à 50, 60 ans, on a des accidents vasculaires cérébraux, on a des maladies du cœur, on a des fois des maladies du cerveau, entre autres raisons. Mais se prémunir contre toutes ces choses-là, c'est s'assurer aussi un futur qu'on choisit et non un futur qu'on subit. Voilà, il y a vraiment toutes ces raisons, je peux en citer plein d'autres. Et aussi, heu, j'allais l'oublier, mais l'une des raisons pour laquelle j'ai aussi avec toi créé ce podcast, avec toi Charlie, et qu'on vous partage, tout ça à tous nos auditeurs, c'est mon envie finalement de performance. C'était contradictoire, mais elle était plus là. Et en tout cas, je la matérialisais plus, mais j'ai une envie constamment de progresser tous les jours, de mieux faire telle chose, de mieux faire tel mouvement, de être capable d'en faire plus, de tenir plus longtemps sous le froid, de mieux gérer mes émotions, d'être un meilleur frère, d'être un meilleur fils, d'être un meilleur ami, d'être un meilleur étudiant, j'en sais rien, d'être un meilleur copain avec ma petite amie, enfin, plein de choses. Et cette quête de performance qu'on a matérialisée euh, avec Performance Podcast, et ben, elle se trouvait dans l'entraînement physique, elle était sous mes yeux. Mais juste qu'avec aucune structure, aucune métrique, je ne notais rien, aucune évolution, aucune rigueur précise, eh bien, c'était pas possible de la sentir, de la toucher du doigt et de la matérialiser, cette performance. Donc, je dirais que j'ai trouvé mon pourquoi, mon why, un peu comme ça, en étant vide à un moment, en me rendant compte que je régressais et que j'avais plus envie de m'entraîner, et en me posant la question pourquoi j'avais plus envie. Et en me tournant vers les autres, parce que parfois on a besoin des autres, en me tournant vers ceux qui avaient trouvé leur pourquoi, ceux qui avaient trouvé leur raison, mes mentors, mais d'autres gens. Je me suis inspiré et j'ai pas eu honte de m'inspirer. Et je pense que je dirais à chaque auditeur, la leçon principale, c'est peut-être que quand on n'a pas les réponses en soi, il faut aller chercher chez les autres comment ils ont trouvé leur réponse. Parce que ça veut dire que nous, on n'a pas les outils, on n'a pas la réponse, mais c'est pas grave. Chez l'autre, on va trouver les voies, on va trouver les axes de réflexion. Moi, c'est comme ça que j'ai agi, c'est comme ça que j'ai opéré. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de raisons qui font que je m'entraîne. C'est une part essentielle de mon quotidien. Je me sens vraiment beaucoup plus fort, beaucoup plus structuré, beaucoup plus discipliné. Et finalement, comme tu l'as dit, tout ça avec tout ça, la discipline vient vraiment plus naturellement. La discipline, c'est un socle, et, euh, et quand on l'a, la discipline, les Américains disent discipline is freedom. La discipline, c'est la liberté. La discipline, c'est pas coercitif, mais quand ça fait sens pour nous, quand tout ce que j'ai dit et énoncé là construit le sens autour de ce qu'on fait, la discipline, c'est seulement l'outil ultime euh, pour agir, pour mettre en œuvre et pour keep going, pour finalement pour évoluer. Après, je peux t'emmener aussi sur la suite. C'est pas la deuxième partie tout à fait, mais je pense que dans tout ça, il faut finalement réussir à se fixer des objectifs. Il faut réussir à structurer, parce que nos objectifs à long terme, là, c'est pas des objectifs qu'on a donnés, c'est le pourquoi on s'entraîne, c'est une véritable philosophie pour la longévité, pour le sens. Là, moi, je l'ai pas dit, mais c'est aussi pour être pour être meilleur avec les autres, tu vois. Ouais, je l'ai dit, mais être un meilleur fils, être un meilleur frère, être un meilleur petit ami, etc. Mieux servir le monde, tu vois, plus tard, quand j'ai des projets de conférences et tout pour aider les gens, accompagner les gens, ce sera être un meilleur thérapeute, un meilleur accompagnant, un meilleur coach. On peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi. Et l'entraînement physique, in fine, au bout du bout, on peut tourner pour eux dans tous les sens. Il sert les autres. C'est une démarche d'altruisme, tu vois, parce qu'on a les idées plus claires, on a les émotions plus stables. Et donc après, quand on va évoluer en société, quand on va dans un magasin, quand on va dans un organisme public, qu'on interagit avec des inconnus, des commerçants, eh ben on est une bonne personne avec ces gens-là. Et on n'est pas celui qui pète un câble au bout de 2 minutes. On n'est pas celui qui est constamment aigri. En tout cas, on essaye de pas l'être, parce que des fois, ça nous arrive de l'être. Ces outils-là, cette discipline, le sens qu'on cherche dans tout ça, c'est nos garde-fous. Si c'est une piste, une dernière piste que je peux donner à tous nos auditeurs, c'est que, in fine, c'est vraiment important de trouver son pourquoi. Parce que ces choses-là qui nous tiennent, le sport, prendre soin de soi, l'exposition au froid, se renforcer, gérer ses émotions, utiliser la respiration, c'est des garde-fous qui nous permettent
d'avoir notre place en société. Ça, j'y crois assez fort. Par contre, la suite logique, et je vais te lancer là-dessus, c'est qu'il faut réussir à se fixer des objectifs. Quand on a trouvé notre sens, il faut réussir un peu à se fixer des objectifs. Alors, on va pas y passer 1 heure là-dessus, parce que on a vraiment ensuite une suite assez logique, mais assez riche. Donc, si tu peux réussir à parler un peu des objectifs, comment toi tu t'en es fixé, et surtout donner des outils un peu concrets pour nos auditeurs, qu'on puisse aller vers la suite, vers les alternatives pour aller plus loin. Mais on ne peut pas faire le détour, l'économie de ce passage-là, de comment on se fixerait des objectifs une fois qu'on a trouvé le sens. On ne se fixera pas d'objectifs si on n'a pas trouvé le sens. Mais une fois qu'on a trouvé notre sens, bah, comment on peut commencer à structurer tout ça? Comment on peut commencer à y voir clair sur cette voie? Alors j'ai envie de de rebondir sur presque tous les points que tu as mentionnés parce que c'était très riche comme partage et ça résonne beaucoup en moi et je voulais y rajouter quelque chose notamment, c'est tu parles de trouver les réponses chez les autres quand on les a pas en soi, de ne pas hésiter à aller s'inspirer de ce que font les autres, de pourquoi les autres font les choses. Il y a aussi quelque chose qui selon moi est très important et dont il faut se nourrir en quelque sorte, même si ça peut paraître paradoxal, c'est de s'alimenter de contre-exemples, de contre-inspiration, de regarder ce que les gens qui ne nous inspirent pas du tout, ceux qui nous repoussent, ceux que l'on tient en horreur et qui nous horripilent, font et ne font pas. Et la plupart du temps, en tout cas dans mon cas, les gens qui m'exaspèrent et qui ne m'inspirent pas du tout sont ceux qui ne s'entraînent pas, sont ceux qui ne prennent pas soin de leur corps. Et justement, tu en parlais en plus, une des motivations pour toi et pour beaucoup et pour moi y compris, c'est de vieillir en bonne santé. Bah, très bien. Qu'est-ce que je fais? Je regarde les gens qui sont en mauvaise santé à 60-70 ans, qui ont plein de douleurs articulaires, qui ont, un gros ventre, qui sont en surpoids et cetera, qui ont des problèmes de circulation sanguine. Mais ces gens-là, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils n'ont jamais eu la discipline de s'entraîner toute leur vie et ils n'ont jamais eu la discipline de s'entraîner toute leur vie, peut-être parce qu'ils se sont un peu entraînés, ils ont un peu fait de sport, mais ils n'avaient jamais ce pourquoi derrière. Ils n'avaient jamais la raison suffisamment forte et bref, tout ça pour dire que ces gens-là dont je n'ai pas envie d'émuler la vie sont aussi une source de motivation supplémentaire et de compréhension de mon propre pourquoi et de ce que je ne veux pas être. Parce que pour comprendre ce qu'on veut être, ce qu'on veut incarner, il faut comprendre aussi ce qu'on ne veut pas incarner. Et ça, bah, c'est un petit peu, c'est un petit peu malheureux, mais parfois ça se base sur le fait de porter son regard sur l'autre et de voir chez l'autre aussi, qu'est-ce qui fait que je ne veux pas être comme ça? Donc c'est juste simplement pour surenchérir là-dessus que ça peut être également un moteur très puissant et aussi je voulais rajouter quelque chose avant de vraiment répondre à ta question sur le comment on se fixe des objectifs, c'est le fait de je pense que c'est important de se retourner, de se pencher sur ce qui nous a fait nous sentir mal à un moment de notre vie. Par exemple, moi, j'ai jamais eu beaucoup de confiance en moi quand j'étais jeune. Tu sais, dans les groupes de personnes, tu as toujours les gens qui sont un peu catégorisés comme les suiveurs, ceux qui ne prennent pas de décision, qui n'ont pas de charisme, qui n'ont pas tout ça, qui n'ont pas de personnalité. Bon, j'étais clairement ce gars-là avant et une des raisons qui m'a amené à commencer à pratiquer, au final, c'était la raison initiale dont j'ai parlé tout à l'heure. C'était vraiment la porte d'entrée qui m'a amené, mais c'était, bah, peut-être que ça va m'amener un peu plus de confiance en moi et du coup, maintenant, quand je peux avoir envie d'abandonner, inconsciemment, il y a ce truc qui revient qui me dit: «Mais attends mec, est-ce que tu te rappelles comment tu te sentais quand tu t'entraînais pas avant? Quand tu étais, hors shape, quand tu étais tout maigre, quand tu avais aucun muscle et que personne te calculait, que tu n'avais pas de carrure. Est-ce que tu te rappelles de ce gars-là? Tu t'en rappelles bien. Est-ce que tu as envie de devenir ce gars-là? Ou de régresser au point de retourner à son niveau? Bah, pas du tout, absolument pas, ça n'a aucun sens. Bah, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui alors? Pour aller contre ça et aller tendre vers autre chose, vers une meilleure version de toi? Bah, tu vas t'entraîner. Donc c'est pour ça aussi, on peut se nourrir,
à la fois de ce qui nous attire vraiment, mais aussi de ce qui nous repousse. Parce que ce qui nous repousse est infiniment puissant et crée des circuits presque de dégoût dans notre cerveau qui nous amènent à absolument fuir, à vouloir à tout prix s'éloigner le plus possible d'une situation potentielle qu'on a connue. Comme par exemple, tu l'as mentionné, un gars qui était en surpoids, pendant plusieurs années de sa vie ou qui a eu des problèmes plein de problèmes de santé articulaires ou quoi. Ce gars-là, il a plus envie d'être la même personne, il a plus envie de subir toutes ces douleurs. Donc logiquement, il va s'entraîner. Son pourquoi à lui, il va être ultra puissant. C'est tout pour la partie du pourquoi. Maintenant, comment on se fixe les objectifs qui découlent même du pourquoi? On a dit le pourquoi, c'est ce qui dirige, c'est le principe directeur, pour reprendre l'expression de Marc Aurèle. Maintenant, il faut des objectifs tangibles. Et personnellement, mes objectifs, ils sont arrivés très tardivement sur le côté, entraînement physique au poids de corps, parce qu'avant, l'entraînement physique au poids de corps, je considérais qu'il venait nourrir d'autres pratiques que j'avais. En l'occurrence, la boxe. C'est-à-dire, je le voyais vraiment comme un complément parce que moi, ce que je faisais et ce que je pratiquais quotidiennement, c'était la boxe. Donc l'entraînement physique au poids de corps, ça venait appuyer cette pratique-là, mais je pouvais pas me dire: «Bah, je vais me fixer tel objectif, de faire telle répétition de pompe, de, finir tel circuit en, j'en sais rien, 20 minutes, 30 minutes». J'avais pas tout ça. Moi, mes objectifs, ils concernaient les sports de combat. Mais peu à peu, je me suis rendu compte qu'effectivement, et tu l'as très bien mentionné et je pense qu'on reviendra dessus par la suite, quand tu n'as pas de métrique, quand tu n'as rien qui te permet d'évaluer ta progression, bah, tu stagnes, mais en fait, tu ne stagnes pas, tu régresses parce qu'il y a rien qui stagne. C'est soit tu progresses, soit tu régresses. En l'occurrence, je me suis bien rendu compte que, bah, dans ces moments où je pratiquais les sports de combat, où, je relayais, et à juste titre, hein, la préparation, et l'entraînement au poids de corps au second plan, j'avais plus du tout de progression dans ces plans-là. Alors oui, j'étais peut-être un meilleur athlète en termes un meilleur athlète martial. Par contre, sur le plan de préparation physique, bah, j'avais perdu en capacité à me dépasser et cetera. Et donc, bah, aujourd'hui, j'ai plus forcément toujours pas d'objectif en tant que tel dans la préparation, physique au poids de corps. Je considère que ça vient, encore une fois, complémenter plein d'autres choses, plein d'autres parties de ma vie, que ça vient alimenter un tout. Par contre, et ça, c'est quelque chose que j'utilise désormais et dont je ne peux pas me séparer, dont je ne peux plus me séparer, c'est l'idée d'avoir des métriques et des standards à se fixer. Toi, tu as rejoint un cercle qui s'appelle l'Alliance Héroïque, tu en avais parlé lors du 4e épisode, je crois, où on avait traité des relations sociales et de l'importance d'avoir des relations, qui nous élèvent. Et tu avais soulevé justement cette alliance héroïque fondée par Pierre Dufraisse que tu as rejoint, qui est en gros, pour résumer assez grossièrement, une communauté d'hommes, on va dire libres et engagés pleinement dans le fait de s'entraîner, de manger de la bonne nourriture, de s'élever intellectuellement. Et bref, tout ça pour dire que dans ce cercle-là, il y a des standards physiques, que ce soit par exemple, pour prendre quelque chose de très concret, faire 5 kilomètres en courant en un certain nombre de temps. 20 minutes, 22 minutes, 24 minutes, bref, peu importe. Et ça, j'ai pioché ces éléments et je me suis dit: «Mais je vais y intégrer moi-même dans ma pratique parce que je vais avoir enfin des vraies métriques et je sais qu'à chaque nouvel entraînement, je vais avoir une base de données sur laquelle je vais pouvoir baser ma pratique et me dire: "Bah, il faut que je fasse mieux que ce résultat que j'ai fait auparavant"». Donc moi, je fonctionne maintenant plutôt au standard parce que mes objectifs, j'ai décidé de les orienter dans une autre direction qui est personnellement celle du business, celle qui me drive le plus, celle du projet, professionnel, on va dire, même si encore une fois, j'aime pas segmenter les choses. Mais mes objectifs sont là et j'aime pas avoir 15 000 objectifs en même temps. Par contre, je considère que la préparation physique et l'entraînement au poids de corps vient nourrir tout le reste. Et donc comme ça vient nourrir, il est pour moi essentiel de se fixer des standards. Maintenant, comment tu te fixes des standards qui sont au final des sortes d'objectifs, mais qui sont peut-être heu, un peu plus rapprochés?
Les standards, il faut les prendre en compte sur différents critères, notamment celui déjà de l'exigence. Je pense que c'est très important de se voir grand, de rêver grand et de ne pas hésiter à se fixer un objectif, se fixer un standard, se fixer au final, parce que c'est ça, un point à l'horizon qui soit vraiment très ambitieux, qui nous élève, qui ne soit pas forcément atteignable à l'instant T. C'est-à-dire que si mon objectif, c'est de faire 200 pompes d'affilée et qu'actuellement j'en fais 50, bah, on est bien d'accord qu'à l'instant T, je ne suis pas capable d'atteindre les 200 pompes. Par contre, cet objectif-là va me pousser à m'entraîner quotidiennement et très régulièrement, de sorte à ce que d'ici peut-être 3 semaines, 4 semaines, voire même je pense plus en ce cas, 2 mois, 3 mois, je serai capable de faire mes 200 pompes. Donc l'exigence, c'est selon moi, une valeur, un principe qui doit être remis en exergue partout, non seulement dans l'entraînement physique, mais en fait partout dans notre vie. Remettre de l'exigence, ne pas se contenter d'être plus bas que ce que l'on pourrait être vraiment, parce que le potentiel humain et le potentiel du corps, qui est une machine formidable, est absolument incroyable. Donc mettre de l'exigence dans ces standards. Après, chacun voit l'exigence comme il la veut et l'interprète comme il le veut. Mais en tout cas, chercher un point qui n'est pas atteignable à l'instant T. Chercher quelque chose que l'on va où on va devoir cravacher pour l'atteindre, mais qui va nous toujours nous pousser à nous entraîner plus. Exigence d'une part, précision d'autre part, et c'est là que les métriques interviennent. Tu l'as dit, quand tu t'entraînes sans métrique, quand tu n'as rien à mesurer, quand tu fais tout ressenti, tu n'avances plus, tu atteins un plafond parce que, bah oui, fondamentalement, c'est logique, notre esprit occidental cartésien a besoin d'avoir des chiffres pour mesurer. Certains vont peut-être critiquer cette approche de toujours les chiffres, les chiffres, les chiffres, mais force est de constater, en tout cas je pense que tu l'as constaté et je l'ai aussi je l'ai aussi très bien expérimenté, c'est que lorsque tu as des vrais chiffres, quelque chose de tangible et qui te parle en tout cas, qui résonne avec ton esprit, humain occidental, qui te parle, tu arrives à beaucoup mieux évaluer ta progression. Donc il faut que ce soit précis, un nombre de répétitions à atteindre, un temps à atteindre, une figure, une compétence à déverrouiller. Mais en tout cas, de la précision, ça je pense que c'est vraiment importante et même c'est des objectifs plus gros. De la précision à la fois sur le contenu de l'objectif en tant que tel, mais aussi, ça peut être aussi sur le temps que l'on se donne pour accomplir cet objectif. Par exemple, faire 200 pompes, atteindre ces 200 pompes en 2 mois, en 3 mois. Le fait de rajouter une deadline va en plus de ça nous pousser à passer à l'action, là où si on se dit, que voilà, ça sera atteint quand ça sera atteint, bah, le truc va rester un peu dans le fond et peut-être que peu à peu, on va l'oublier et on va plus y accorder tant d'importance. Donc c'est bien aussi de se mettre des deadlines sur les objectifs. J'ai relevé ça, exigence, précision et bon, ça revient un peu au même, mais c'est mesurabilité, hein. C'est quelque chose qui soit mesurable. On parle et on l'a étudié tous les 2 dans des cours de neurosciences qu'on a au centre de l'Hormèse, de 2 types d'objectifs. On va dire l'objectif de résultat, l'objectif de moyen. L'objectif de résultat, ce serait celui d'atteindre les 200 pompes, si je reprends toujours ce même exemple. L'objectif de moyen, ce serait d'améliorer ma force de poussée. C'est quelque chose de plus subtil, l'objectif de moyen, quelque chose peut-être de plus subjectif, mais qui va nous amener, et c'est là dans le terme, hein, de moyen, donc qui va nous amener au résultat. Et se mettre des objectifs de moyens, c'est intéressant aussi pour avoir les vrais axes sur lesquels on doit travailler, les leviers sur lesquels agir pour atteindre le résultat escompté. Donc ces objectifs de moyens, eux, peuvent être un petit peu plus vagues. Par contre, l'objectif de résultat, lui, doit être tangible, concret, mesurable, inscrit dans une période temporelle, soit à long terme, soit à moyen terme, soit à court terme. Et là encore, chacun met le sens qu'il veut derrière ces mots. Court terme, ça peut être un jour comme ça peut être un mois. Chacun fonctionne différemment. Peut-être que des personnes ont besoin d'avoir des échéances plus resserrées pour inciter vraiment le passage à l'action. D'autres préfèrent se construire quelque chose de vraiment long terme.
chacun fait comme il le souhaite. En tout cas, voilà ce que moi je relèverais pour le fait de se fixer et la détermination des objectifs. Je vais te retourner cette question. Toi, comment tu fixes tes objectifs? Mais surtout, et c'est sur ça que j'ai envie qu'on embraye par la suite parce que c'est un peu la continuité de notre plan, c'est une fois qu'on a les objectifs et qu'on sait pourquoi on fait les choses, qu'on a le pourquoi, qu'on a les objectifs, quel est le comment? Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour progresser, pour ne pas stagner? En gros, qu'est-ce que toi, tu as pu expérimenter ou tu es en train d'expérimenter actuellement dans tes entraînements, que tu es en train d'implémenter, qui te permet de toujours tendre vers cet essor physique, mental, c'est cet essor global en fait de l'être que tu es. Comment on progresse une fois qu'on a les objectifs en tête? Ouais, la suite vraiment logique. Je pense que le fondamental, tu l'as dit à ta manière, je vais le pousser aussi à ma manière, c'est la métrique. Euh, Tu sais, simplement, effectivement, quand j'ai rejoint l'Alliance, on a un cadre d'entraînement assez strict, vraiment intense, qui laisse certaines latitudes, puisque un jour sur deux, on peut quand même choisir nos entraînements, etc. Mais l'autre jour, on a un cadre vraiment intense. Et il y a cette idée que je pratiquais déjà depuis un bout de temps, quand j'avais décidé de vraiment redevenir plus structuré, de trouver un vrai sens dans mes entraînements. Il y a cette idée de noter ses performances. De noter une performance, c'est pas toujours d'avoir fait mieux que la fois d'avant, mais de noter le résultat de ce qu'on a fait aujourd'hui. Et pour ça, je peux donner des exemples très concrets. On a 12 entraînements différents que l'on répète. Une fois qu'ils sont tous répétés, on reprend au premier, etc. Et l'intérêt de noter, il est lorsqu'on va faire l'entraînement la troisième fois, un entraînement en particulier, il est de regarder en amont, en arrière, quelle performance, quel résultat on a fait les fois d'avant. Ça, tu le notes dans un carnet, tu prends des notes pendant, à la fin de ton entraînement, et ça reste. C'est une métrique, c'est une valeur de ce que tu as été capable de faire à l'instant T. Je veux dire, au mois de février 2026. Tu refais cet entraînement à la fin du mois de mars 2026, une fois de plus, deux fois de plus, tu es capable de regarder en arrière ce que tu as fait par le passé et de te dire, OK, l'entraînement c'est demain, cette nouvelle itération, je fais mieux, je fais au moins aussi bien, j'essaye de faire mieux. Et si le lendemain, effectivement, tu as réussi à faire mieux, dans des conditions identiques, même distance, ou même charge, ou même répétition, je vais donner des exemples très concrets juste après. Si tu as réussi à faire mieux, eh bien, tu es clairement dans une démarche d'amélioration, de progression et de performance. Donc, tu viens contrecarrer exactement le sujet de notre podcast, tu viens contrecarrer la stagnation. Et à partir de là, c'est là que ça devient intéressant parce que tu es constamment à t'assurer que tu seras dans une évolution positive, dans une graduation positive permanente, tout simplement. L'élément fondamental pour ça, tu l'as dit et je le répète parce que c'est celui qui me structure, qui me cadre, qui m'a sauvé, c'est de noter. C'est de noter ses ressentis d'entraînement pendant, après, mais de noter simplement ses performances. Je vais donner pour ça des exemples concrets dans le programme d'entraînement que je suis sur un minimum un an, qui va faire intervenir différentes filières énergétiques qui développent vraiment différentes capacités, c'est-à-dire l'endurance, la force musculaire, l'endurance cardiovasculaire, aussi une certaine partie de volume, d'hypertrophie musculaire, bien que ça soit pas la même, l'objectif principal, mais une véritable résistance dans le but de devenir des athlètes, de devenir un athlète le plus complet possible. Parmi ces 12 entraînements, je ne vais pas citer les 12, mais on a, par exemple, celui que j'ai fait hier, de courir le 10 fois 400 mètres, où là, on va vraiment s'entraîner à résister à très haute intensité. Euh,
et ça va être vraiment difficile, intense, d'autant plus que la distance de 400 mètres est très inconfortable. Elle n'est pas non plus très longue comme 1 kilomètre ou 5 kilomètres, mais elle n'est pas très courte comme un sprint sur 10 secondes. Elle donne un effort qui dure entre 1 minute 15 et 2 minutes selon les personnes, avec un temps de récupération équivalent au temps d'effort. C'est vraiment très dur, vraiment très inconfortable, et on travaille à très haute intensité sous le seuil anaérobie. On a cet entraînement-là. On a aussi, par exemple, un entraînement de pure force au niveau des tractions, un format classique de 5 x 5. 5 répétitions, répétées 5 fois, avec une charge la plus lourde possible qui permette de faire 5 répétitions, qui permettent qu'on soit presque incapable de faire une sixième de plus. 5 minutes de récupération entre chaque. C'est long, mais c'est vraiment le seul format qui permet qu'on puisse un peu récupérer, qu'on puisse réitérer ces 5 x 5 avec une charge vraiment très lourde. Mais il faut calibrer pour que on ne soit pas capable de faire une sixième série ou de faire une sixième répétition. Et pour calibrer tout ça, pour mesurer son évolution, la seule chose, la seule solution que je vais, qui a marché pour moi et que je vais de fait, après avoir expérimenté, partager à nos auditeurs, c'est que vous notiez. Vous prenez un carnet, vous prenez une feuille, un calepin, et vous notez. À la mi-février, si vous avez été capable de faire 5 x 5 répétitions avec 8 kilos de lestage sur le dos ou avec une ceinture aux anneaux, voilà, vous le notez. Et en refaisant cet entraînement début mars, eh bien, vous devriez être capable, à minima, de refaire ça. Et si votre corps a répondu à ce stress par un processus d'hormèse de surcompensation positive, vous êtes capable de faire mieux. Donc, pour rester dans l'entraînement de la force, on ne va pas se mettre à faire 5 x 6 répétitions. On veut rester dans le 5 x 5. Alors la solution, elle est où? Elle est qu'on augmente sa charge. Et donc début février, vous êtes plus à début mars, pardon, vous êtes plus à 5 x 5 répétitions à 8 kilos, comme j'ai dit. Vous aurez augmenté de 5 à 10%. Vous serez peut-être donc à 5 x 5 à 9 kilos, à 9 kg 5. Mais la résultante, elle est que si début mars, vous arrivez à rentrer à valider 5 x 5 à 9 kg 5, concrètement, vous êtes devenu plus fort. Vous avez plus de force, véritablement, de résilience mentale, mais de pure force physique dans vos muscles du dos, dans vos muscles de tirage, des bras, des avant-bras, des épaules, de gainage, de capacité à stabiliser. Et tout est là-dedans. Tout est dans cette progression, puisque le sujet du podcast aujourd'hui, c'est comment ne pas stagner. Comment ne pas stagner, c'est comment toujours s'améliorer. Et bien, comment toujours s'améliorer, ça passe d'abord et avant tout. Je l'ai dit pour le 10 x 400 mètres, je l'ai dit pour les 5 x 5 contractions, mais ça vaut pour tout, pour des exercices de pompe, d'exercices de traction, même sans se lester, de courir. C'est d'être capable de savoir quelles ont été nos performances la fois d'avant, de les noter et la fois d'après, de repartir de ça pour faire mieux. L'anti-stagnation, si on avait à écrire un anti-manuel de la stagnation, un manuel de l'anti-stagnation, il n'aurait que ça comme porte-étendard pour moi. Ça, je ne veux pas dire ça et rien d'autre, mais ça, c'est la base. Tout ce qui n'est pas mesurable ne peut être amélioré. Si chacun de nos auditeurs retient ça, alors il comprendra tout. Tout ce qui n'est pas mesurable ne peut être amélioré. Il faut faire attention à ne pas tomber dans la métrique pour la métrique, parce que ça peut être le cheval de bataille aussi des athlètes olympiques, de ceux qui mesurent énormément, parce qu'ils ont besoin constamment pour progresser. Mais ça peut mener à devenir un peu fou, à devenir un petit peu tourner, à tomber dans les chiffres pour les chiffres. Mais il faut pas tomber dans la sensation pour la sensation. On a besoin des chiffres pour savoir ce qu'on faisait la fois passée, et pour savoir ce qu'on devrait être capable de faire maintenant. Alors, comment évoluer? Comment ne pas stagner? C'est la suite de ta question. J'ai donné deux exemples assez concrets, je pense. Le 10 x 400, un exemple très cardio, et donc on travaille la résistance, l'endurance. Et puis un autre exemple qui était les tractions 5 x 5 de la force brute. Ces deux exemples très concrets qui couvrent une bonne partie quand même des différentes aptitudes physiques qu'on peut chercher à développer. Maintenant, comment ne pas stagner? Moi, je pense que c'est important de mentionner les à côté, et je te mènerai là-dessus après, mais je vais d'abord mentionner mon avis. C'est que
pour aller plus loin, il faut mesurer. Il faut mesurer, il faut être capable de mesurer. Donc, vous prenez un carnet, vous notez. Mais pour se donner la capacité ensuite, il faut se donner la capacité de ne pas stagner. Parce que c'est bien beau de se dire, ah, normalement, la fois d'après, j'ai fait 5 fois 5 avec 8 kilos. La fois d'après, je suis en forme, j'ai fait 5 fois 5 à 10 kilos. Et là, je suis capable de mesurer que j'ai vraiment pas stagné, j'ai progressé, je suis vraiment plus fort. Mais le seul fait de noter dans son carnet, ça va pas suffire, ça. Faut pas se leurrer. Ce qu'il faut, c'est ensuite vraiment mettre en pratique sa progression. Et comment on met en pratique sa progression? Je trouve qu'il y a un aspect très concret. En réalité, il y en a trois. Il y a l'hygiène de vie, il y a l'intensité et il y a aussi le volume. Euh, L'intensité, je pense qu'il faut avoir ce niveau d'exigence que tu as mentionné constamment au quotidien quand on peut, c'est de toujours chercher à faire mieux. Et pour ça, l'intensité, c'est pas facile, mais c'est simple. Parce que tu ouvres ton carnet, tu vois, on est jeudi, eh bien, tu as fait toutes tes itérations, il est temps de faire le 10 fois 400 mètres. Tu regardes les temps que tu as mis à faire le 10 fois 400 mètres la fois passée, eh bien, tu vas chercher à faire mieux. Là, par exemple, moi, je l'ai fait hier, très concrètement. Euh, la fois précédente, je les faisais à peu près en 1,19, 1,20, entre 1,19 et 1,21. Et ben hier, j'ai réussi à en accrocher un en 1,14, les autres en 1,16, 1,17. Tu fait un peu mieux. Sur le total de 10 fois 400 mètres, tu as fait un peu mieux. Il y a eu une progression. Mais pour y arriver à cette progression, la première étape, ça a été de noter dans mon carnet la fois précédente. J'ai fait ça, 10 fois 400 mètres, j'ai fait ça. Ok, aujourd'hui, on en est là. La deuxième phase de la progression, c'est l'intensité, que je vais devoir maintenir un niveau d'intensité élevé aujourd'hui pour faire la même chose. Et de volume, intensité, exigence, ça va être un peu la même chose aujourd'hui dans ce qu'on veut partager. Et donc, pour garder ce niveau d'intensité, bah, il faut garder un niveau d'exigence envers moi-même. Si je me mets à me dire, ah, aujourd'hui, je m'entraîne à 50%, bah, évidemment que les 10 fois 400 mètres, je vais les courir en 1,30, 1,40. C'est de garder ce niveau d'intensité, mais c'est ce qui est dur, c'est ce qui vient chercher cette résilience mentale de l'entraînement au poids de corps, de l'entraînement à la course à pied, sans matériel, sans rien. Juste tu cours tout droit pendant 400 mètres. L'un premier aspect, c'est l'intensité, c'est l'exigence, je pense, à soi-même. Toujours chercher à faire mieux. Parce que si tu cherches toujours à faire à 50%, tu vas faire 50% de ce que tu as fait la fois précédente. On comprend bien qu'on tombe vite dans la médiocrité. Donc l'intensité, elle permet d'être calibrée sur la métrique qu'on a mesurée, sur ce qu'on a noté dans notre carnet. Un mot qui n'est pas tout à fait synonyme mais qui est proche, moi je pense que le deuxième pilier, c'est aussi le volume. C'est chercher à faire du volume. Il faut répéter à un moment les choses. Tu vois, quand tu dis je vais arriver à 200 pompes, bah, il faut répéter les pompes. Il faut les répéter, il faut les répéter, il faut les répéter pour être capable, tu vois, moi, de manière très concrète, mon maximum, je l'ai mesuré il n'y a pas longtemps dans mes standards pour l'Alliance, c'est 82 pompes d'un coup. Bah, c'est parce que j'ai fait du Muay Thai, c'est parce que j'en ai beaucoup, beaucoup fait, parce que j'ai fait beaucoup de dips sur des anneaux pour être capable de faire ça. Je sais que c'est un bon résultat, mais pour être capable de le faire, c'est pas parce que je suis un garçon, que j'ai 20 ans, que je dors bien. C'est pas du tout ça. C'est parce que j'ai vraiment mis plusieurs fois, beaucoup de fois, du volume dans beaucoup de circonstances. Surélevé, serré, large, sur les points, tout seul, en collectif dans mes entraînements de Muay Thai, sur des anneaux, au sol, toute variante possible. Le volume, le volume, le volume, l'essai, erreur. Et ça, c'est important de le répéter. Tu vas être capable de courir 20 km, c'est parce que tu as couru longtemps. Tu n'es pas en étant capable de courir 20 km. Encore 20 km, ça va, mais le volume, le volume, le volume, il s'associe à l'intensité. Et la dernière chose, et je vais te lancer là-dessus, je pense, parce que tu auras des petites choses à dire avant qu'on embraye sur nos erreurs à éviter, je pense que non pas le garde-fou, mais le cadre qui permet tout ça, bah, c'est l'hygiène de vie. Parce que tu peux prendre toutes les notes que tu veux, tu peux avoir toute l'intensité du monde que tu veux. Tu arrives le jeudi matin, tu es en mode aujourd'hui, ok, 10 fois 400 mètres. J'ai noté la dernière fois, je les faisais en 1,20. Le goal, c'est de descendre en dessus de 1,18 pour chacun de mes 10 fois 400 mètres aujourd'hui. C'est très bien. C'est noté dans ton carnet, tu as toute la bonne volonté du monde. Tu te dis, vulgairement un peu, comme ça, je vais me motiver, je vais me buter, je vais garder une intensité élevée. Mais il y a un mur qui va pas passer, il y a un mur qui va t'en empêcher si t'as pas d'hygiène de vie. Et c'est le cadre de l'alliance que j'ai dans le groupe que je rejoins, ça c'est génial, mais
hem, il est à mettre à l'esprit de chacun. L'hygiène de vie, c'est comment on mange, c'est comment on se repose, comment on dort, comment on se nourrit de nos relations avec nos proches. Qu'est-ce qu'on fait de tous les moments où on ne s'entraîne pas? Parce que le repos, il est, tout athlète le sait, autant voire plus important que la phase d'entraînement. Il faut être capable dans l'entraînement au poids du corps, dans la course, en ce qu'on veut dans l'entraînement sans aller à la salle, mais même en allant à la salle de sport, en faisant du crossfit, de l'aérox, tout ce qu'on veut, de la gymnastique, de l'escalade. Il faut être capable d'être autant impliqué dans son repos que on est impliqué dans sa phase d'entraînement. Parce que si on passe son temps à s'entraîner, on se repose jamais, on s'épuise, on n'a pas de gain. Ça, c'est l'hormèse. Et à l'inverse, si on passe son temps à s'entraîner à 50%, mais à se reposer à 50%, on n'est jamais dans une phase complète d'entraînement, à casser de la fibre, comment dire, à s'entraîner à haute intensité au niveau cardiovasculaire, et on n'est jamais constamment dans le repos, dans la phase parasympathique, de récupération, de reconstruction de nos tissus musculaires, de réadaptation de notre système cardiovasculaire. Donc on fait tout à moitié, on a un peu le pied des deux côtés. Donc moi je dis qu'avec l'intensité, il faut aller à fond dans l'entraînement, et avec l'hygiène de vie, il faut être capable d'aller à fond dans la récupération, dans le repos, dans la régénération. Donc moi je mentionne ces grands aspects, mais je vais te laisser déblatérer là-dessus, parce que tu peux le faire tout aussi bien, voire même mieux que moi. Euh, L'importance du sommeil, l'importance de bien manger. Tu vois, nous dans l'Alliance, on a un rythme alimentaire très strict, pardon, un régime alimentaire très strict qu'on se met, de pas de nourriture transformée. On mange de la viande, on mange des fruits, on mange des légumes, on mange du poisson, on mange des œufs. On mange pas de Nutella, on mange pas de pâtes, on mange pas de riz, on mange pas de pain, on mange pas de fromage. Que des choses brutes, que des choses qui répondent à notre physiologie depuis des milliers d'années, qui ont passé l'épreuve du temps un peu, comme le dit Nassim Nicolas Taleb dans un de ses ouvrages Antifragile. Euh, Reprendre des choses qui ont passé l'épreuve du temps, ça s'applique à la physiologie, ça s'applique aux sciences, ça s'applique à l'écriture, ça s'applique à la philosophie. C'est le meilleur garant, le garant le plus fiable d'avoir quelque chose de qualité. Et donc, voilà, c'est juste un choix qui a été fait, mais de ne manger que des produits non transformés, ça nous assure d'avoir un de nos piliers d'hygiène de vie. Mais le sommeil est aussi important. Bien dormir, passer des moments avec ses proches, avec sa famille, parce qu'on se nourrit de ça, eh bien, je pense que l'hygiène de vie, c'est peut-être l'un des derniers aspects qui peut être méconnu, qui va peut-être surprendre nos auditeurs, mais je vous assure, si vous vous focalisez là-dessus, vous aurez des gains à potentialiser énormes, aussi importants que de prendre des notes dans votre carnet de aujourd'hui j'ai fait tant de pompes, j'ai couru telle distance, j'ai fait tant de tractions. Vous aurez autant de gains à tirer de ça que de gains à savoir comment vous reposer. Voilà, Charlie, je pense que là, on est dans la phase finale de notre podcast. On aura ensuite des petites erreurs à mentionner. On va essayer de faire une bonne heure et demie. Comment tu peux juste nous parler de vraiment focaliser là-dessus, de l'hygiène de vie. Vraiment, on a énormément à potentialiser là-dessus. Donc, je te laisse là-dessus. Comment finalement, on va pas stagner si on a une bonne hygiène de vie. Mais ça suffit pas à soi-même. Mais c'est vraiment le game changer qui fait que si on prend des bonnes notes de ce qu'on fait, qu'on met une bonne intensité, un bon volume et une bonne intention de chacun de nos entraînements, l'hygiène de vie, c'est juste en fait la cerise sur le gâteau, c'est ce qui va nous faire changer de vitesse. Et là, on va devenir vraiment une machine à performer. Donc, je te laisse là-dessus, avant qu'on embraye sur la phase finale. Mais voilà, phase à ne pas négliger quand même, parce que pour moi, c'est essentiel. C'est marrant parce qu'au final, tous les principes d'évolution que tu as mentionnés ici et qui sont très pertinents, c'est un peu, ça vient, soulever les points inverses que l'on va en tout cas que certains que je vais évoquer dans les erreurs que j'ai pu faire, notamment sur l'intensité, notamment sur tout ça. Mais effectivement, par rapport à l'hygiène de vie, je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est un fondement qui fait passer à la vitesse supérieure et qui te fait péter le véritable plafond que tu as lorsque tu t'entraînes peut-être tous les jours, mais que ton hygiène de vie est médiocre. Et en ce sens, moi, tu vois, si je devais compartimenter en en 2 modes d'intensité la vie
et l'entraînement, tu aurais l'intensité maximale, c'est-à-dire l'entraînement physique et le vert, la récupération, le repos. Et je pense qu'entre les 2, il ne faut pas qu'il y ait, comme tu l'as dit, du 50 50, c'est-à-dire je suis pas à 50 à faire l'un, 50 à faire l'autre et du coup, au final, je fais aucun des 2 de la bonne manière. Il faut que ça soit un 100-100. Je mets toutes les chances de mon côté dans chacun des 2 aspects. Quand je m'entraîne, je le fais avec intensité, avec intention, avec volonté et je mets, mon âme, mes tripes dedans au maximum et quand je me repose, quand je passe du temps avec ma famille, quand je mange un repas, je le fais aussi au maximum. J'accorde de l'attention à ces moments-là, j'y mets de la conscience et j'en profite parce que c'est important, je pense, de véritablement, si on ne veut pas s'épuiser dans ce process-là, de toujours rechercher plus, plus, plus et encore plus, parce que ça peut être très drainant au bout d'un moment, c'est important de savourer les moments qui nous permettent de tempérer l'intensité de la chose. Ces moments-là, encore une fois, c'est du sommeil, c'est des moments avec ses amis, ça peut être des bons repas et cetera, mais en tout cas, il faut qu'il y ait le juste équilibre, la bonne cohabitation entre ces 2 phases. C'est quelque chose que personnellement j'ai expérimenté, j'allais dire que j'ai eu du mal à trouver. C'est pas que j'ai eu du mal à trouver, c'est que personnellement et on en a déjà un petit peu parlé et je crois que je l'avais déjà évoqué sur le podcast, tu vois? Un de mes chevals de bataille sur lequel j'essaye le plus de m'améliorer et où selon moi il y a le plus de manque à gagner sur beaucoup de phases de ma vie, c'est le sommeil. Un sommeil qui n'est pas forcément réparateur malgré le fait que j'ai une hygiène sommeil, vraiment carrée je pense, par rapport à 99,9 des gens, une vraiment bonne hygiène de sommeil, mais et c'est là aussi qu'on se rend compte que l'être humain est un animal très complexe et qu'il y a des notions autres qui interviennent. Par exemple, on se dit que le sommeil, c'est que éviter les écrans avant de dormir et ne pas se stimuler le soir. Il y a pas que ça, il y a aussi les pensées qui t'obsèdent, tout ça, qui reviennent en boucle et qui vont venir impacter ta qualité de sommeil. Personnellement, tu vois, c'est une de mes pistes de réflexion, c'est le fait de beaucoup, beaucoup penser, parfois même dans des boucles mentales qui ne nourrissent plus rien du tout à part des sentiments et des émotions vraiment négatives, ça a dépeint et ça a, fait, ça a, j'allais dire ruiné mon sommeil, mais en tout cas, ça a grandement impacté la qualité de mon sommeil et en ce sens, pour faire le parallèle, enfin le lien surtout avec l'entraînement physique, j'ai remarqué que bah oui, logiquement, quand je dormais moins bien, j'étais moins dans un bon état d'esprit, j'avais plus de brouillard mental, je savais pas trop ce que je voulais, j'étais pas vraiment, convaincu de ce que je voulais faire. Donc logiquement, lorsque j'arrive à mon entraînement physique où je suis censé me dépouiller, me dépecer complètement, bah, puisque j'ai mal dormi, je vais plus facilement avoir tendance à me dire: «Bah, je vais pas le faire». Et peut-être même à raison, en fait, parce que si j'ai mal dormi, que, mes cellules n'ont pas vraiment été régénérées, que mes tissus n'ont pas été bien reconstruits, que tout le process de, reconstruction, de resynthèse après la dégradation et la destruction de l'entraînement physique, tout ce process-là, s'il n'a pas été bien enclenché et bien optimisé, bah, en fait, c'est logique que le lendemain aussi et c'est même assez raisonnable de ne pas vouloir se dépouiller le lendemain. Donc ça m'a mis aussi, et ça me met régulièrement face à mes limites de me dire: «Attends, comment je jauge en fait?» parce que là, j'ai mal dormi et sur le papier, dans ma structure, je me suis fixé un entraînement où je suis censé me détruire ou peut-être par exemple, là, tu vois, tout à l'heure, ça va être une séance, de traction et de dips en apnée aux anneaux, donc c'est quand même une grosse séance assez exigeante où je vais travailler sur 2 pans, à la fois le volet force, même stabilité et le côté apnée, donc ça, c'est une séance très exigeante. Je peux me permettre de la faire aujourd'hui parce que j'ai pas mal dormi, mais est-ce que cette même séance, je serais capable et est-ce que ce serait raisonnable de la faire si j'ai mal dormi? Ça, c'est une autre question et c'est une question à laquelle j'ai pas forcément toujours les réponses. En tout cas, je fais beaucoup d'essais-erreurs là-dessus
Mais en tout cas, toujours essayer de se poser les questions de: «Est-ce que» et sans rentrer dans une négociation avec soi-même, mais est-ce que là, honnêtement, dans l'état dans lequel je suis, ça va être bon pour moi de me dépouiller? Mais en toute transparence, sans y mettre, des sans arrondir les angles ou quoi que ce soit, être vraiment honnête avec soi-même. Et c'est en fait ce que nous invite le principe de l'hormèse à faire, hein. On l'a déjà évoqué à plusieurs reprises sur le podcast. L'hormèse, la capacité du corps à s'adapter et à se renforcer quand on lui, met face à lui, quand on lui impose un stresseur, quelque chose qui vient le stimuler. En l'occurrence, l'entraînement physique est un stresseur, c'est une contrainte que l'on va appliquer sur le corps et pour que l'adaptation positive derrière se fasse, ce qui est recherché, en fin de compte, hein, pour qu'elle se fasse, il faut qu'il y ait la fenêtre de repos nécessaire et un repos qui soit qualitatif. Donc, toujours essayer d'avoir ce principe de l'hormèse en tête et de se dire: «Attends, est-ce que là, mon hygiène de vie me permet de me dépasser?» Et donc plutôt que de se dire: «Je vais rajouter encore plus d'intensité dans mon entraînement», ce qui sur le papier est une bonne chose parce qu'on se dit: «Bah oui, c'est la recherche de l'excellence, c'est la recherche de la performance, très bien». Oui d'accord, mais peut-être que tu vas rajouter encore plus d'intensité dans ton entraînement pour aller chercher des performances encore plus fortes, plus de répétitions, plus de séries, tout ça, très bien, d'accord, mais est-ce que ton corps vraiment en a les ressources? Est-ce que fondamentalement, lui, il est capable de supporter cette charge? Et donc ça demande d'avoir toujours ce regard sur l'hygiène de vie. Donc c'est bien d'avoir cette flamme intérieure qui nous pousse à vouloir conquérir, en quelque sorte, à vouloir aller plus loin. C'est génial d'avoir ce feu intérieur. Mais on ne peut s'y abandonner si et uniquement si le corps le permet. Si le véhicule que l'on va utiliser, que l'on va entre guillemets «exploiter» pour la pratique est en état. Tu vas pas faire un tour du monde avec une voiture qui, a la carrosserie qui est toute détruite, un moteur qui fonctionne pas, enfin bref, avec sans fenêtre, tu fais pas un tour du monde avec une voiture comme ça. Donc il faut que la voiture soit déjà plutôt bien rodée. Pour la roder, ça passe par l'hygiène de vie et l'entraînement physique rentre en lui-même dans l'hygiène de vie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est peut-être, et c'est une notion que je veux apporter aussi sur comment on progresse, c'est effectivement se mettre des métriques, se chercher à améliorer cette métrique, cette donnée à chaque entraînement, d'accord, mais peut-être que déjà, faire un avoir un compte rendu très honnête de sa situation, c'est une bonne chose de se dire: «OK, là, en fait, concrètement, mon corps, il est comment? Quels sont mes niveaux d'énergie? Quels sont mes humeurs au quotidien, comment je gère mes émotions, est-ce que j'ai des douleurs articulaires régulières, est-ce que j'ai des douleurs musculaires, est-ce que je m'essouffle rapidement?» Tu fais le panorama global. Une fois que tu as le panorama global, qu'est-ce qui se passe? Tu vas pouvoir te dire: «OK, je vais m'entraîner de la sorte. Au début, je commence avec un entraînement intense dans la semaine et le reste, ça va être des entraînements un peu moins intenses où je, fais vraiment du renforcement». Si j'ai un état dégradé, par exemple, si je suis dans un état où c'est un peu plus compliqué, où il y a déjà pas mal de mots que je suis en train de trimballer. Je commence un peu plus bas et au fur et à mesure, je vais me rendre compte que, OK, je peux largement tenir le rythme, donc j'adapte et j'augmente l'intensité. Mais voilà, si on est déjà dans un état qui est dépravé, où notre véhicule est complètement cassé, pour moi, ça ne sert pas non plus à grand chose et c'est même complètement délétère, en fait, et ça irait à l'encontre de tout mon discours que je peux et de tout le discours que l'on tient au centre de l'hormèse et que l'on tient un petit peu, que l'on a tous les 2 comme philosophie du renforcement. C'est oui, OK, on veut se renforcer, c'est bien, mais pour que cette échelle de renforcement puisse advenir, pour que le corps s'adapte à la situation et soit plus préparé à affronter une situation encore plus dure la prochaine fois, pour que ça puisse advenir, il faut que le corps ait les ressources nécessaires. Et bah, justement, les ressources nécessaires viennent de l'hygiène de vie. J'ai parlé du sommeil, ça vient évidemment aussi de l'alimentation, ça vient des relations sociales, mais en fait, c'est un tout et c'est vraiment une invitation que je fais à nos auditeurs, c'est de jamais considérer les choses isolées en tant que telles. C'est pas des cases où
dans ma vie, il y a l'entraînement physique, il y a l'alimentation, il y a le sommeil, il y a, peut-être la respiration, les bains froids, tout ça. Non, il y a tout qui cohabite en même temps et donc l'hygiène de vie, en fait, ça prend littéralement tout au compte. Ça prend l'environnement dans lequel on réside. Est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce qu'il y a de la pollution? Les personnes que l'on fréquente au quotidien, est-ce que ce sont des relations qui nous élèvent ou est-ce que ce sont des gens avec qui on traîne juste par contexte et par habitude? Auquel cas, il faudra peut-être se poser des questions sur ces relations et changer de relation. La nourriture que l'on mange, est-ce que c'est du 100 transformé? Est-ce que c'est du 100 brut? Ou alors est-ce que j'arrive à trouver un équilibre entre mon transformé, mon brut, à me faire plaisir et en même temps à me nourrir? Toutes ces questions, elles sont propres à chacun. Chacun a des réponses qui vont être individuelles, mais c'est simplement pour dire, parce que je ne vais pas faire l'état des lieux sur chaque compartiment de ce qu'on considère comme l'hygiène de vie, ça pour dire que c'est un tout à prendre en compte et que ce tout-là, il est absolument fondamental et qui ne peut pas être négligé, qu'il ne peut pas être négligé parce que c'est lui qui apporte les ressources, c'est lui qui donne le carburant. Et on peut essayer autant que l'on veut de battre ses performances, de battre ses records, d'être le meilleur avec une hygiène de vie complètement éclatée. Ça va peut-être marcher un temps, peut-être 1 an, peut-être 5 ans, peut-être 10 ans, peut-être 20 ans même. On a vu des exemples d'athlètes qui s'enfumaient, et cetera. Mais, toujours est-il que ça ne tient pas sur la durée. Ça finit toujours par, au bout d'un moment, rompre et le corps finit par envoyer un message pour dire: «Allez, là, c'est bon, on arrête les conneries, on va falloir que tu te reprennes». Donc si on veut tenir la performance sur la durée, ce qui est, je pense, ton but, mon but et le but de nos auditeurs, c'est-à-dire c'est bien, on veut être meilleur à un instant T, meilleur que la veille, mais on veut être meilleur que la veille tous les jours de notre vie. C'est ça qu'on veut fondamentalement. Si on veut être meilleur que la veille tous les jours de notre vie, il faut que notre corps ait les ressources nécessaires, que la pyramide, le socle, soit suffisamment solide. Je pense que j'ai plutôt répondu à ta question, en tout cas j'espère y avoir répondu de la bonne manière sur le côté hygiène de vie qui, en vrai, ça mériterait un épisode à part entière presque, hein, l'importance de l'hygiène de vie, ce que ça comprend et ce que ça implique et ce que ça permet dans l'entraînement physique. Je voulais maintenant te lancer sur cette dernière phase du podcast parce qu'on s'était fixé 1 heure et demie de deadline, on est déjà à 1 heure et demie, on n'a pas terminé donc visiblement on n'est pas très bon sur les pronostics. Je voulais t'envoyer directement sur les erreurs que toi tu as pu faire, si tu as peut-être 1, 2 erreurs que tu as commises, des pièges dans lesquels quand tu es tombé pardon et qui t'ont empêché de progresser, que tu peux partager à nos auditeurs. Comme ça, ils retirent des pièces concrètes de ce podcast et des vrais éléments, des vrais, points à éviter pour progresser. Ouais, il y en a, moi je vais en sortir deux pour t'en laisser quand même parce que je pense qu'on a rencontré les mêmes malheureusement. Non, moi je dirais que ça a été de s'entraîner. Alors je sais que tu vas y revenir sur celle-là, mais ça sera notre erreur en commun, uniquement à la sensation. Parce qu'effectivement, il y avait l'absence de métrique, l'absence de savoir, c'est bien d'écouter ton corps: «Ah, je peux m'entraîner aujourd'hui. Ah, je peux pas m'entraîner». M'entraîner uniquement à la sensation, avait ce biais que je ne savais jamais comment je m'étais amélioré. Ou alors, après des mois, je me rendais compte que j'avais un peu progressé sur telle chose et donc la seule écoute de mon corps et du «on verra demain» ou «on fait au feeling», elle m'a rendu très linéaire finalement. Ça a été la première grosse erreur. Cette erreur, on peut y pallier simplement en prenant des notes, en observant ses résultats d'avant. Donc on prend des notes parce que quand on prend des notes, les traces, elles restent. Ensuite, on reprend ces notes-là. Quand on refait le même entraînement, on se dit, OK, là maintenant, je fais mieux. C'est vraiment un pouvoir, un game changer énorme. S'entraîner uniquement à la sensation, ça c'est la principale erreur que j'ai fait. Et je dirais, il y en a 2 autres après qui se battent, hein, se perdre un peu dans la complexité des exercices, mais moi je dirais c'est aussi, non, moi je dirais surtout que c'est le fait de vouloir changer constamment d'exercice, d'être happé par, de nouvelles choses, ou de nouvelles méthodes changer toutes les 2 semaines. Vraiment, faut comprendre.
Moi, je l'ai compris en fréquentant d'autres gens, d'autres sportifs et aussi en commençant à étudier la préparation physique au sens des sciences. Mais le corps répond à la répétition, le corps répond à la régularité, le corps répond à l'habitude. Quand je dis il répond, c'est qu'il réagit à tout ça. Il réagit à la régularité, à la répétition, à l'habitude. Il réagit aux choses simples qui sont répétées beaucoup, avec de l'intensité, avec du volume. Simplement. C'est pour ça que j'ai parlé de ces piliers autour de l'hygiène de vie. Intensité, volume, hygiène de vie. Ils répondent de ces récurrents. C'est pareil pour l'hygiène de vie. On peut pas manger fast-food 4 fois par semaine en se disant ouais, le reste du temps je mange bien. C'est pas ce genre d'intensité, c'est pas ce genre de répétition, de ce genre de récurrence auquel le corps y répond. C'est de manger pendant des semaines la même chose. Moi, je l'ai fait, je le fais, et les résultats ils viennent, mais on peut pas aller plus vite que la vie, on peut pas aller plus vite que la nature. Et donc, je dirais que les 2 erreurs que j'ai pu faire, c'est en effet de s'entraîner uniquement à la sensation. Je sais que j'ai conscience que c'est des erreurs que tu as fait aussi et que beaucoup de nos auditeurs ont peut-être fait. Mais en tout cas, voilà, pour corriger le tir, c'est ne pas faire uniquement la sensation. Commencer à prendre des notes et ensuite ne pas changer constamment d'exercice, se fixer sur des fondamentaux et y rester un bout de temps, quelques mois, parce que le corps y répond de signaux qu'il connaît, qu'il comprend, qui se répètent, qui reviennent. Donc voilà, quels seraient toi tes... C'est les deux miennes, il y en a d'autres, j'en ai fait d'autres. Toi aussi tu as celle-là, t'en as fait d'autres. Quelles seraient tes deux... Je veux te faire un deux en un, quelles seraient tes deux erreurs à éviter, toi, ou alors une seule. Et, euh, et j'aurais une petite question ensuite, petite question qui peut être notre question de fin. Qu'est-ce qui, fort de ces deux erreurs, dans l'aspect positif, on va donner ça à nos auditeurs. Qu'est-ce qui serait toi l'élément qui t'a fait finalement le plus progresser, qui t'a le plus impacté depuis que tu t'entraînes au pas de corps, depuis que tu as compris tes erreurs, depuis que tu t'attelles, que tu t'attaches à les corriger? Quel serait l'élément, le must finalement, sur lequel aujourd'hui tu te reposes et que tu sais qui a été un game changer énorme? Voilà, deux questions en une, mais, euh, mais voilà, je te laisse là-dessus. Bah, je pense que enfin, je pense. C'est littéralement sur les 2 erreurs, j'ai relevé exactement les mêmes quand j'ai préparé ce podcast. Un petit peu soulevé différemment, mais j'avais noté se disperser et vouloir aller trop vite. Ça, voilà, c'est très humain et c'est tout à fait normal qu'on a tendance à être happé par la nouveauté, toujours chercher ce qui sort de ce qu'on connaît déjà parce que, très concrètement, ça fait sécréter au corps la fameuse dopamine, là, cette molécule dont on parle si souvent, qui est à la fois source de récompense et de motivation, et la nouveauté est en partie, à la source de cette production-là. Donc naturellement, on va tous un peu avoir tendance à vouloir toujours changer, vouloir aller vite, vouloir trouver le nouvel exercice qui va révolutionner notre pratique. Et ça peut être bien d'un côté, hein, parce que ça permet d'explorer aussi plein de choses et je mets un point d'honneur aussi à l'exploration parce que le corps humain est fantastique et je pense que c'est bien de s'accorder des sas, de vrais sas indépendants de l'entraînement physique où tu vas explorer d'autres choses, où tu te permets de ne pas avoir de métrique, où tu te permets de ne pas avoir d'objectif, vraiment juste de bouger. Ça, c'est important, c'est quelque chose à garder, soit en début d'entraînement peut-être, 10-15 minutes, en fin d'entraînement, en tant que moment d'intégration peut-être, ou alors carrément des séances à part. Ces moments d'intégration, d'exploration, pardon, il faut selon moi les garder, mais par contre dans l'entraînement structuré, il faut pas se perdre dans 10 000 exos. Je pense qu'on est bien d'accord là-dessus. Il ne faut pas se tomber dans ce fameux syndrome de l'objet brillant, de toujours vouloir aller rechercher la nouveauté. Moi, je l'ai fait à plein de reprises quand j'ai découvert le monde du mouvement, la movement culture, pour ceux qui connaissent, qui a été propulsé par Ido Portal notamment, où tu découvres tout un tas d'exercices qui ont l'air extraordinaires, plein de variantes, et cetera. Tu as envie de tout tester et c'est normal, mais quand tu commences à essayer de tout imbriquer dans ton entraînement, tu te rends vite compte que tu fais face à une équation impossible. C'est-à-dire que tu as un 1er exercice que tu vas vouloir implémenter dans ta pratique, très bien, et puis juste après, tu vas en découvrir un autre et tu te dis: «Ah non, celui-là est mieux en fait». Sauf que tu passes jamais vraiment de temps sur les exercices, tu
tu ne les penses pas vraiment et tu n'apprends pas à les regarder sous leurs différentes facettes. Parce qu'un exercice, ça peut, autant amener des gains, par exemple, en force de poussée comme les pompes, mais ça peut aussi apporter beaucoup de choses au niveau du gainage et ça, tu te rends compte que seul le fait de répéter ces mouvements et d'y accorder du temps et de l'attention va te permettre de découvrir les mouvements sous d'autres facettes et de voir que ça ne t'apporte pas seulement ce que tu pensais que ça t'apportait initialement et de voir que le mouvement est beaucoup plus complexe que ce qu'il est. Donc effectivement, ne pas tomber dans ce syndrome de l'objet brillant et d'ailleurs on se rend bien compte au final, hein, que tous les athlètes, quelle que soit la discipline sportive, les meilleurs athlètes au monde, ce sont des gars qui répètent, répètent, répètent encore et encore leur gamme, leurs fondamentaux. Tu prends les plus grands boxeurs d'anglaise, c'est des gars qui ont travaillé leur jab pendant, une éternité et qui continueront de le travailler jusqu'à ce qu'ils mettent fin à leur carrière, jusqu'à ce qu'ils mettent fin à leur pratique. C'est pareil pour tous les athlètes. Ils prennent les mouvements de base et peut-être qu'après, oui, ils vont y rajouter des trucs un peu plus, fancy, un peu plus, pour le spectacle, si on prend le cas des sports de combat. Mais tu prends un boxeur thaï, c'est avant tout un gars qui a envoyé 1 million de middle, pas seulement pour avoir le bon geste, mais pour avoir le bon geste au bon moment, au bon endroit, dans le bon timing. Tout ça pour dire que voilà, la répétition, c'est la clé et c'est ce qui apporte vraiment les résultats. Tu l'as dit, le corps fonctionne avec la répétition, mais c'est littéralement, c'est pas juste un principe philosophique. C'est-à-dire que plus tu répètes, plus les connexions neuronales, ce qui dicte littéralement tous nos comportements au quotidien, à toutes ces liaisons entre nos neurones qui va faire que une émotion va être associée avec un événement, avec une personne, avec ceci, avec cela, et que aussi on va avoir des schémas moteurs qui vont se créer, et cetera. Tout ça, c'est les connexions neuronales. Les connexions neuronales, elles ne se créent que par le fait de répéter encore et encore les mouvements. Donc effectivement, on est bien d'accord là-dessus. Se disperser, vouloir aller trop vite, plus vite que la lumière, ne pas laisser le temps au temps et tout le temps changer en fait, ça ne peut pas mener à la progression. Donc selon moi, il faut encore une fois, c'est toujours une question d'équilibre, j'ai l'impression d'utiliser ce mot à chaque podcast, mais c'est ça, hein, c'est équilibre entre OK, j'ai des sas où j'explore des zones d'exploration, très bien, où je vais aller voir là où il y a de l'ombre, là où il y a de la buée et que ce que je connais pas, c'est génial. Mais il faut que j'ai quand même mon entraînement structuré avec des bases solide, vraiment construire les bases de la pyramide avant de vouloir bâtir le sommet. Ça me paraît d'autant plus logique et ensuite, oui, aussi s'entraîner que au ressenti. J'ai tourné ça aussi en s'entraîner que dans le orange, c'est-à-dire tu as la zone verte qui est la zone facile, la zone orange, c'est la zone moyenne, la zone rouge, la zone très intense. En général, quand tu es dans le ressenti et je pense que tu l'as vécu un peu pareil que moi, tu finis souvent par tomber dans la zone orange, c'est-à-dire la zone où tu ressens quelque chose, tu as des petites sensations, des petits picotements qui te font dire que OK, je travaille, mais tu vas jamais aller pousser plus loin et donc tu vas te contenter de ça et moi le shift que je suis en train de que j'ai vraiment conscientisé de plus en plus, c'est que, bah, déjà effectivement, il faut des métriques, il faut un entraînement qui soit structuré. Arrêter d'y aller, pour utiliser des termes un peu plus, un peu vulgaires, mais arrêter d'y aller à la ZUP quoi. Arrêter de se dire: «On improvise l'entraînement». Ça marche quand c'est des phases d'exploration. Par contre, quand on cherche la progression physique et même, mentale, il faut vraiment qu'il y ait ce socle, cette structure, quelque chose qui soit bien écrit et surtout ne pas négocier avec et justement, c'est le shift que moi j'ai eu, c'est-à-dire que de plus en plus je comprends en fait que si tu te laisses encore le choix intérieurement, même à 20, même à 25, que tu laisses encore la possibilité à cette partie de toi qui veut négocier, de s'exprimer, si tu laisses ce champ-là, au moment où ça va devenir inconfortable, au moment où ça va devenir dur, au moment où tu auras la flemme, cette partie de toi, elle va ressurgir et elle va te faire opter pour la solution qui te fera le moins avancer. Donc et il y a pas de recette miracle pour ça, je suis désolé, il y a pas d'outil que j'utilise personnellement, c'est plus un entraînement conscient, un entraînement de l'esprit du quotidien, de se dire: «Si je fais mon entraînement et si j'ai planifié un entraînement, il faut que j'arrête de me laisser l'opportunité de négocier. Il faut que je sois convaincu de la direction que je prends, d'ores et déjà, d'office» et donc moi, le principe que j'essaye d'appliquer, plutôt concret maintenant, c'est, à partir du moment où je commence
un entraînement, je n'ai plus le droit de le modifier. Ce que je faisais tout le temps quand je m'entraînais au ressenti, c'est-à-dire, ah, tu commences, tu te dis: «Je vais faire, admettons comme ça, 4 séries de 20 pompes» et au final, tu sens que ça brûle un peu au niveau des bras, bon, ce qui n'est pas le cas au bout de 4 séries de 20 pompes, mais tu sens que ça brûle un peu au niveau des bras, donc tu te dis: «Oh, au final, je vais faire que, 3 séries». Maintenant, ça ne fonctionne plus comme ça chez moi, j'ai décidé que cet entraînement allait être comme ça aujourd'hui en amont, je l'ai décidé bien en avant quand j'ai tout planifié avant dans la structure d'entraînement. Ce sera comme ça et à partir du moment où je commence, j'ai plus le droit de toucher, sauf quelques rares exceptions où tu te rends compte qu'en fait, tu es un petit peu short en temps, tu avais mal prévu ton coup, ça peut arriver. C'est des exceptions qui font partie de la règle, mais limite, ce que je peux inviter aussi les auditeurs à faire, en plus de ce principe-là, c'est de se dire: «OK, je note sur une feuille les exceptions qui font que je vais pouvoir un peu transiger». Par exemple, si j'ai pas assez de temps, si, j'en sais rien, même sur l'alimentation, en fait, ce principe s'applique, mais s'accorder quelques petites exceptions, se les noter vraiment concrètement et se dire dans tout autre cas de figure, je négocie pas, je fais la chose, peu importe si j'ai mal jaugé l'intensité, ça peut arriver. Si j'étais trop fatigué pour faire cet entraînement, bah, très bien, je prendrai le feedback. Peut-être qu'après je serai un peu mal après cet entraînement-là, je serai fatigué, j'aurai plein de tensions et cetera. Bah, OK, mais j'en assumerai les conséquences, j'en assumerai les pleines responsabilités. Je me dirai: «Bah, la prochaine fois, dans ma structure d'entraînement, je réfléchirai à tout ça pour mieux structurer». Mais je ne réfléchis pas au moment T sur comment je vais faire mon entraînement. Sinon, bah, le cerveau humain aime bien son confort, il aime bien ce qui lui coûte le moins d'énergie, donc naturellement, il va tendre vers la facilité et vers ce qui ne nous fait plus progresser. Maintenant, si je devais retenir un élément, un principe, une chose qui m'a fait le plus progresser, ce serait, je suis désolé, ça va peut-être pas être très, ça va être plus, d'ordre philosophique, mais moi j'aime bien raisonner comme ça, voilà. C'est le fait d'apprendre à se connaître et de comprendre son mode de fonctionnement. Parce que quand tu comprends comment ton cerveau fonctionne et comment toi tu fonctionnes concrètement, tu as beaucoup plus de facilité pour court-circuiter ce fonctionnement lorsque tu en as besoin. En gros, quand tu comprends, par exemple, que ton esprit, à certains moments, va naturellement tendre vers le confort et que ça, déjà, tu le conscientises, tu as mis la lumière dessus, bah, lorsque ça va advenir, au beau milieu d'un entraînement, tu vas avoir ce feedback, cette capacité de te dire: «Cette situation-là, je la connais et je sais pourquoi elle advient. Parce que mon cerveau et moi, être humain, je suis conçu et j'ai évolué de la sorte». Très bien, c'est une chose, mais aujourd'hui, j'ai pas envie de suivre cette direction-là. Tu vois, il y a un gros panneau sens interdit, mais moi, je vais quand même prendre le sens interdit. C'est exactement ça, c'est je comprends mon fonctionnement, comme ça, je peux, court-circuiter ce qui pourrait me faire tendre vers la facilité, ce qui pourrait empêcher mon progrès. Et ça, bah, le fonctionnement, comment le comprendre? Ça passe par l'étude avec l'écoute de podcasts, avec la lecture, avec, les formations et cetera. Donc ça, c'est le travail de toute une vie au final, mais c'est tout le temps essayer de chercher à mieux se comprendre. Ça passe aussi par l'introspection, par l'écriture, par se poser les bonnes questions. On comprend au final que tout est absolument lié, mais qu'il n'y a qu'en travaillant sur soi qu'on va pouvoir, et en s'accordant du temps à soi, que l'on va pouvoir décrypter ses propres schémas mentaux et donc arrêter de retomber sans cesse dans les mêmes travers qui nous rendent médiocres en bout de course. Voilà pour ma réponse. Curieux du coup d'avoir, toi aussi, ce qui t'a fait le plus progresser quand tu regardes en arrière là, toutes, ces années durant lesquelles tu as pratiqué, quel est l'élément qui t'a le plus fait progresser, le game changer dans toute cette histoire-là? Ouais, je vais reprendre, je pense, le fondamental, c'est d'avoir commencé à mettre de la métrique, d'avoir commencé à prendre des notes. D'avoir commencé à prendre des notes parce que maintenant, chaque jour quand je m'entraîne, ben, je réouvre mon carnet, je regarde quand c'est un jour où je veux axer un entraînement sur l'endurance ou faire des anneaux, faire simplement des dips, des pompes, voilà, avec telle charge ou sans charge, et bah, il y a que ça qui me permet de me rendre compte que ce que je faisais avant. Et comme je veux m'améliorer, ben, je reprends ce que je fais maintenant, pour voir ce que je suis capable de faire demain.
et cetera, et cetera, et cetera. Donc moi, cet outil, c'est vraiment le fait d'avoir mis une métrique, en fait, et d'avoir été capable de mesurer mes évolutions en termes de chiffres très concrets, soit de nombre de répétitions, mais de charges, en notant aussi dans quelles conditions ça a été fait. Est-ce que tu as bien dormi avant? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu as fait ça un lendemain d'entraînement différent, d'un entraînement très intense auquel tu étais fatigué aujourd'hui? Est-ce que tu as fait ça après autre chose? Chaque petit détail peut compter. Et par exemple, il y a peu de temps, j'ai fait un entraînement de force aux dips et aux anneaux en chargeant, je sais plus, je sais plus à quel poids, bref. Et j'avais repris ma performance d'avant et j'ai été étonné de faire plutôt beaucoup plus, enfin, de faire étonnamment bien, d'avoir étonnamment une bonne surcompensation positive. J'avais simplement pas suffisamment bien relu mon carnet et ce que j'avais fait 5, 6 jours auparavant sur la même séance, même format, j'avais certes, actuellement fait mieux, mais parce que, la séance d'avant, il y avait 2 choses, j'avais pas forcément très bien dormi, ça je me l'étais noté, pas assez en quantité, avec un réveil la nuit et cetera, et surtout je m'étais fait 100 burpees d'un coup, 100 burpees, le plus vite possible, juste avant de faire des dips. Donc moi la manière dont je fais les burpees, c'est que je fais une pompe complète et que je saute et bref pour les insertions musculaires au niveau des épaules, c'est assez fatigant et assez intense, surtout sans d'un coup, sans protocole, puisque c'est un des entraînements que j'ai dans l'Alliance, en faire 100 le plus rapidement possible. Donc j'avais finalement mes muscles de la poussée, des bras, des épaules, pectoraux qui étaient déjà un peu explosés, quoi. Donc arrivé sur un système nerveux un peu fatigué, donc arrivé sur un mouvement 5x5 aux dips, aux anneaux chargés, eh bien, il était normal que la fois d'après, j'étais beaucoup plus frais, en fait, là où je n'ai pas fait ça, que la fois d'avant où j'avais déjà commencé par faire 100 burpees. Donc ça a été l'intérêt de comprendre, en fait, une performance qui est différente, qui est mieux. Pourquoi elle est mieux? Parce qu'il y a vraiment une surcompensation, mais aussi parce que quand on note tout, on se rappelle pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait, comment on était quand on l'a fait. Noter toutes ces sensations, c'est mon game changer à moi, parce que tu te mens pas à toi-même. Tu vois vraiment dans quelles circonstances tu étais, tu vois vraiment ton évolution la plus claire, en fait. Comme quelqu'un à l'école ou à l'université qui prend des notes de ce qu'il a fait. Donc voilà, sur ça, j'incite vraiment, je ne peux que pousser chaque auditeur à faire ça, à minima, ne pas stagner dans toute chose que vous faites, bah, c'est prenez des notes. Vous savez comment vous étiez la dernière fois, ça vous aide à vous projeter comment vous allez être aujourd'hui et comment vous pourriez et vous devriez être, par exemple, dans une semaine ou dans un mois. C'est la meilleure métrique qu'on peut donner et ça, j'en suis absolument convaincu. Ça a fait ses preuves chez moi, ça a fait ses preuves chez d'autres personnes. Donc voilà, ça c'est mon game changer. Est-ce que tu as quelque chose à réagir là-dessus? Auquel cas, sinon, on va se tourner gentiment, mais sûrement vers la fin de notre épisode de podcast numéro 6. Est-ce que je te laisse réagir sur une petite chose? Je réagis très, très rapidement et après je te laisse le mot de la fin, mais simplement, ouais, effectivement, prendre des notes, c'est un sacré game changer. Noter les métriques, noter les sensations et je pense aussi, mais c'est un peu, ça revient à ce que tu as dit, mais noter le contexte aussi, c'est important parce qu'on se rend bien compte qu'on ne peut pas dissocier l'entraînement du contexte et que tout le contexte dans lequel on fait et on pratique cet entraînement va influencer les résultats que l'on va obtenir, la performance que l'on va pouvoir fournir. Effectivement, si j'ai moins bien dormi la veille, si j'ai fait la fête avant, ce qui peut arriver, ou si tu as trop mangé ou quoi, avant ton entraînement, ben, les résultats ne seront pas forcément les mêmes. Donc, noter le contexte aussi, c'est vraiment important de se dire: «OK, dans quel état j'étais avant même de commencer l'entraînement? Est-ce que j'avais bien dormi? Est-ce que, voilà, tout ça. Et d'ailleurs, c'est transposable, ce principe-là, moi qui me forme à la respiration, c'est transposable, pardon, à d'autres tests, notamment aux tests de respiration. Pareil, toujours noter le contexte, en fait, mais dans chacun des pans de notre vie où on a envie d'avoir une métrique et quelque chose qui soit que l'on puisse mesurer et dont on puisse mesurer l'évolution sur la durée, il faut qu'il y ait du contexte parce que le contexte impacte toujours,
la performance en tant que telle. Donc si on n'a pas le contexte, bah, c'est trop facile et trop facile de tomber dans des confusions qui font qu'on va se dire: «Ah mais j'ai pas progressé là» ou alors «J'ai explosé mes performances». Oui, mais peut-être que tu as explosé tes performances parce qu'il y avait ceci. Donc important de noter le contexte et puis voilà, c'était simplement pour rebondir sur ça. Je te laisse le mot de la fin de ce bel épisode, ce beau sixième épisode de podcast et voilà. Ouais, voilà, non, mais merci pour aujourd'hui de nous avoir écoutés. J'espère vraiment qu'on a pu vous donner des outils euh, concrets. On va évidemment continuer notre chemin, continuer notre œuvre, très sérieusement se pencher à faire venir nos premiers invités aussi. On a une très longue liste. Et en attendant, évidemment, si cet épisode vous plaît, vous a plu, et ainsi que les prochains et les précédents épisodes vous plairont et vous auront plu, n'hésitez pas vraiment à nous le faire savoir en nous laissant voilà, un pouce bleu quand c'est sur YouTube, en vous abonnant à notre chaîne, en vous abonnant à notre chaîne sur Spotify, sur Deezer. C'est vraiment important pour nous pour être référencés, pour se faire connaître et pour simplement, in fine, savoir que le contenu vous plaît, que le contenu vous enrichit et vous apporte. Donc voilà, chers épisodes chers auditeurs, pardon, de Performance Podcast. Merci à vous pour votre écoute, pour votre attention, pour votre passion. On espère que vous l'êtes autant que nous le sommes et que nous l'avons été à faire cet épisode, à réaliser ce podcast chaque semaine, chaque 2 semaines. Et puis voilà, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour notre prochain épisode numéro 7. En attendant, portez-vous bien, essayez d'appliquer tout ce que vous pouvez, tout ce que vous savez désormais. À bientôt.